la dernière. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière, en direct en public du Théâtre L'Européen à Paris. Vous êtes là, l'Européen ? Ils sont là. Merci beaucoup. Nous sommes le dimanche 7 septembre, c'est la rentrée, 7 septembre 2025, J-1 avant l'après François Bayrou. Eh oui, ah non, c'est pas l'esprit de l'émission. On est dans une incertitude incroyable, attention, vous sentez, elle est palpable quoi. Qui va remplacer François Bayrou ? Manuel Valls, Xavier Dupont de Ligonnès, un vieux clou rouillé, la gastro. Est-ce qu'on verra la différence ? Les questions sont nombreuses. En tout cas, on peut le féliciter, c'est un beau suicide politique. Bravo François. On n'avait pas vu ça depuis le meeting de Valérie Pécresse au Zénith de Paris, ou que Marlène Schiappa à chaque prise de parole. Marlène Schiappa, qui, je le signale, a une actualité, je ne sais pas si vous avez vu, elle participe à une émission sur M6 qui s'appelle Les Traîtres. Bon, bah écoute, moi j'aime bien. Moi, j'aime bien quand les choses sont bien rangées, quoi, bien dans leur place. Quand Netanyahou participera à une émission qui s'appelle Le procès de Nuremberg, bah, j'aimerais bien, parce que je trouvais que... Je t'entends, Guillaume, je t'entends. Ok, très bien. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Merci d'être là, fidèle au poste et dans la salle. Pour cette saison qui s'annonce aussi chargée que la laine d'Elisabeth Lévy après 8 Ricard et 2 Jack Daniels et qui s'appelle Rio son petit déjeuner. Toujours présente la reine du dance floor, la dancing queen Juliette Arnaud. Ça va Juliette ? Ça va très bien. T'as passé une bonne vacance ? Très bien. 2 bonnes vacances, 3 bonnes vacances, des bonnes vacances ? 1000. Incroyable. Également présent le roi du PMU Flore, le 8-6 King, Émeric Lompré est avec nous. T'es prêt pour cette année ? Je suis prêt pour cette année. Au nom de Dieu, ça va être pire que tout. Il est prêt. Et également présent le petit prince du ronchonnage, le Prince of the gna 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 gna, Pierre-Emmanuel Barré. C'est faux, je suis en pleine forme. Il est là. Et nous rejoindrons pendant l'émission Florence Mendes, Douli et Célia Pelluet. Allez, c'est parti. On a envie que ça commence là. Allez, c'est parti. Alors attention, on commence par une innovation. Vous le savez, à cette heure-ci, la saison dernière, on faisait une revue de presse. C'était une belle séquence, hein, c'est vrai. On a reçu le prix Jean Amadou quand même quelquefois. C'était moderne. Mais là, cette année, rien à voir. On a décidé de répondre à vos questions. Alors attendez, vous avez dit Pierre-Emmanuel, il vous a déjà... Non, Saint-Roustan, c'est super, Pierre-Emmanuel, génial. Merci, hein. Il y a des gens avec des t-shirts Saint-Roustan, là, hein, au premier rang de nos spectacles. Merci, voilà, ils sont là. Voilà. On a des commentaires. Quand est-ce que vous venez faire l'émission à Saint-Roustan ? On est heureux de ça. Je trouve pas ça très respectueux pour le public, Guillaume. Mais c'est pas grave, ça dévoile que t'es de droite. C'est mon côté patronat. Mais cette année, on répond vraiment. Donc vous avez une adresse mail, vous avez vu, on l'a mis sur les réseaux sociaux. Adresse mail, ladernière@radionova.com. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez, on est experts en tout. Donc là, ça tombe quand même très très bien. Et donc, on va commencer cette nouvelle séquence avec que des vraies questions. Alors, ouais. Pierre ? Oui, je voulais juste dire que c'est quand même un véritable plaisir de plus faire cette revue de presse de merde. Oui. Je commence. Alors c'est Capucine qui nous écrit. Bonjour Émeric, c'est quoi ta morning routine ? Vraie question, hein. C'est des vraies questions. Alors, très bonne question, Capucine. Ouais. Il est important de connaître le quotidien de ses idoles. Moi, par exemple, je sais tout de Jennifer. Ok. Ma morning routine est très simple. 14h, 16h. Petit déjeuner copieux. Coquillettes, fromage fondu, soda divers et variés. 16h, sieste. 19h, Hanouna. 19h05, vomi. Ah. Bah tiens, il y avait aussi un cordon bleu. Et après, fiesta. Oh lolo, je me demande si je regrette pas déjà la revue de presse. Alors, en ce qui me concerne, j'ai choisi une question sur Guillaume. Parce que les questions sur moi ne volent pas bien haut. Celles sur Guillaume non plus, mais au moins elles sont à la même altitude que lui. C'est Colline qui nous demande... Guillaume, peux-tu m'envoyer un selfie de toi au WC ? C'est pour ma collection personnelle. Alors non, Colline, non, Guillaume ne va pas t'envoyer de selfie de lui aux toilettes. En revanche, tu peux avoir exactement la même photo en mettant un coton-tige dans un verre d'eau. Non, c'est pas obligatoire de rire à tout non plus, hein, attention. Alors là, c'est Lucille qui nous écrit. Bonjour, quand on est de gauche, est-ce que les implants capillaires sont tolérés ou est-ce que c'est de droite ? Merci pour cette réponse, c'est pour un ami.
Alors, je vais me permettre de répondre. Oui, c'est clairement... Voilà, je suis mieux placé pour répondre parce que j'ai moi-même fait des implants et je l'ai assumé. Je pense qu'on peut prendre soin de soi et être de gauche, Lucille. Hein, on peut par exemple se refaire la poitrine et être de gauche. Regardez François Hollande. On peut également... Mais vous êtes déjà en répétition, vous n'avez pas rigolé à cette blague. Faut le dire, hein, je l'enlève. Hein. Bon, on peut également se faire allonger le pénis et être de gauche. Regardez Pierre-Emmanuel. Non, il est centriste, ça marche pas. Bon, on peut s'allonger les bras et être de gauche. Regardez Guillaume Meurice. Il faut savoir qu'il s'est allongé de 2 cm chaque bras. Hein, Guillaume? Pour atteindre les placards les plus hauts et pouvoir manger tes graines de chiasse. On peut également... également se recouper les oreilles. Allez. C'est bon. On enchaîne. Question de Pauline. Bonjour, quels sont les ingrédients d'une lutte sociale réussie, par exemple, quand on veut avoir un impact sur les représentants de l'État pour le financement du travail social? Je vais répondre à Pauline. Okay. Alors, question très intéressante, comment on peut avoir un impact sur les représentants de l'État. Alors, Pauline, il faut d'abord que tu te munisses d'acide sulfurique. Faut compter environ 1/3 du poids du corps, si vous calculez bien. Et ensuite... Non, mais tu fais quoi, là? Mais je réponds à la question de Pauline. Non, mais elle n'est pas légale, ta réponse. Elle n'a pas forcément demandé un truc légal, Pauline. Elle a dit comment avoir un impact. Guillaume. Là, ça a un impact. Guillaume, c'est la première émission de la dernière de la rentrée. D'accord. Mollo sur le district. Ok, alors Pauline, le mieux, c'est que tu écrives un courrier à ton député. Tu lui dis bonjour, j'espère que vous allez bien, monsieur le député. Vous êtes très joli, voilà. Mais je suis fort contrarié de la situation politique actuelle. Bisous, bisous. Un peu comme Léa Salamé ferait, finalement. Si le député est de droite, avant de refermer l'enveloppe, tu vas sur le Darknet, Pauline, et entre le DVD du premier spectacle d'Émeric Lompré et un foie d'enfant pakistanais, tu trouveras de l'anthrax. Et l'anthrax, tu le mets. Ah oui, non, légal. Enfin, Guillaume. Okay, non, d'accord. Voilà, merci Pierre. C'est complètement con. L'anthrax, ça pollue les sols. Le mieux, c'est d'ouvrir la personne en deux avec une scie circulaire. Bon, allez, une question de Vincent. Oui, voilà. C'est pas votre radio qui a bugué, hein. C'est vraiment la personne. C'est vraiment moi qui étais à hein. la braderie de Lille pendant 2 jours. Alors, bien sûr, une belle question de Vincent. Oui. Alors, si les questions des auditeurs sont réelles cette année, est-ce que Bayrou a sabordé son gouvernement par peur de la reprise de votre émission? Et la semaine prochaine, pouvez-vous mettre fin au génocide en Palestine? Merci, bisous. Je vais répondre aussi parce que les deux questions sont intéressantes. Première question, est-ce que Bayrou a eu peur? Oui, il a eu, je cite, c'est en off, le chef de cabinet du Premier ministre qui a eu les boules, les glandes, les crottes de nez qui pendent. Fin de citation. Et pour répondre à la deuxième question, alors là, je tiens à dire, il n'y a pas de génocide à Gaza, en Palestine. De même, il n'y a pas de famine. Hein. Il y a une sorte de régime dissocié à base de galettes de terre et d'eau croupie, mais ça n'a rien à voir. Attends, tu fais quoi là, Guillaume? Je cherche un poste d'humoriste sur le service public. Ça s'est vu? Ça s'est vu. Bon. Alors, on continue avec une question de Simon. Ok. Bonjour, est-ce que Pierre-Emmanuel serait capable de nous faire une rétrospective de l'œuvre de Guillaume sans l'insulter ou le rabaisser? Mais bien entendu, Simon, et c'est très facile. Voici une liste exhaustive de ce qu'il faut retenir de l'œuvre de Guillaume. Alors on peut passer à la question suivante. Il y a eu un bug de micro, non? Non. D'accord. Bon. Allez, une question de John. Pourquoi dans la vie réelle? Ah non, les accents. Non, Émeric, vraiment. On n'avait pas les accents même quand c'est des dominants. Non. Bon, je le fais normal. Voilà. Ouais. Pourquoi? Non. Pourquoi dans la vie réelle, c'est souvent les méchants qui gagnent? Eh bien, c'est le désespoir en peu de mots de votre question qui me donne envie d'essayer de vous répondre, John. Et aussi parce que j'ai jamais parlé à un John de ma vie. Dans la vie réelle, comme vous dites, John, les méchants gagnent souvent pour qu'on ne confonde pas la vie réelle avec la fiction. Parce que souvent, c'est de la sorte qu'on moque la fiction ou un certain type de fiction parce qu'il y a des fins pleines de gentils heureux et de vilains décédés. Et récemment, John, la vie réelle vous a sans doute paru un peu déconnante en termes de gentils et de méchants. N'est-ce pas, John? C'était un peu impressionnant quand même de voir cette semaine Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un papoter devant une parade militaire. Parce que dans un James Bond, il serait arrivé en Aston Martin et il les aurait dessoudés. Wow. Et là, oui. Et là, dans la vie réelle, il y a eu une parade militaire tellement au carré que vous avez pensé, John, que ça c'était encore un coup de l'IA. Et pas du tout, c'était la vie réelle. Et puis toujours dans cette foutue vie réelle, il y a eu une dame de la gauche française qui a dit « Ah, ça va, la Chine, c'est pas tant la dictature ». Et que nous, en France, on pouvait pas donner des leçons de liberté d'expression aux Chinois. Et là où c'était encore plus embrouillé, c'est que en même temps, il y a eu un mec de l'extrême droite anglaise qui a déclaré que la liberté d'expression en Angleterre, elle était aussi mourante qu'en Corée du Nord. Et là, John, peut-être vous vous êtes dit, comme moi, que si la gauche, elle emploie les mêmes arguments que l'extrême droite, et tout ça dans la vie réelle, les méchants, ils n'avaient pas fini de gagner. C'est pas faux, John. C'est pas faux.
Et on embrasse John. Thank you. Merci Juju. Je finis avec une question de Léopold qui nous demande: peut-on être promoteur immobilier et de gauche? Alors j'imagine que tu es promoteur immobilier, Léopold. Eh bien je suis désolé, mais non, on ne peut pas être promoteur immobilier et de gauche. J'espère que tu n'es pas trop déçu, mais tu aurais dû t'en douter. En 2025, on ne peut pas non plus s'appeler Léopold et être de gauche. Logique. Merci en tout cas, merci à toutes et à tous. Donc n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions. La dernière, @laradionova.com. Si vous ne comprenez pas, par exemple, quelque chose dans l'émission, bah voilà, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez, on répond à vos questions, on vous répond en direct la semaine prochaine. Par exemple, vous pouvez nous demander, est-ce que vous n'avez pas marre de raconter des conneries? Et la réponse, c'est pas pire que ce qui suit. Parce que c'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Il est 18h18. Sur Radio Nova, donc, et c'est le moment d'accueillir notre invité du jour. Premier invité de la saison. Et alors, attention, cette année, contre-pied total, on a décidé de vous bousculer, de faire les choses, mais complètement à l'envers, puisque notre premier invité est un sociologue de gauche. Wow, alors là, tout le monde est sur le cul. Ça part en dépêche AFP de tous les côtés. Mais attendez les amis, parce que si on l'a invité, c'est que c'est un sociologue qui nous explique à longueur d'interviews, de livres et autres prises de parole publiques que la France n'est pas tant de droite que ça. C'est Vincent Tibéri qui est avec nous et qu'on peut applaudir bien fort. Bienvenue. Merci de l'invitation. Bienvenue Vincent. Bienvenue dans une émission qui n'est pas tant de gauche que ça, puisque regarde le physique de Pierre-Emmanuel, voilà, on a envie d'aller au Touquet directement. Regarde Émeric. Bon, non, ça compense évidemment. Avant de gratuit, quoi. C'est pour ça que vous nous avez mis à côté. C'était gratuit. Avant de parler de tout ça et de ton livre qui est sorti l'année dernière qui s'appelle La droitisation française, mythe et réalité, on voulait revenir avant avec Juliette sur ton parcours parce que souvent on te présente comme un politiste. Qu'est-ce que c'est un politiste? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu politistes? Est-ce que c'est pas une arnaque ton métier déjà? Première question bienveillante, Vincent. On a des doctorats, on Oui, a des études, on fait des examens, on fait des recherches. Tout ça. Non, c'est sérieux quand même. Hein. Mais politiste, par exemple, par rapport à politologue, c'est des mots qu'on entend aussi. Là, par contre, c'est moins sérieux. Ah, là, c'est pas sérieux. Non, là, c'est pas bien. C'est de la mauvaise qualité. C'est du Scheim. C'est comme psychiatre et psychanalyste, quoi. Psychiatre, ça les diplômes. Non. Ah, ok, là, je me suis engagé dans un truc, d'accord. Ça va par là. Non, mais on peut prendre sociologue, ça fait sérieux aussi. Sociologue, ça te va? Alors, sociologue, spécialiste de sociologie électorale. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est travailler sur les votes, travailler sur pourquoi les gens choisissent tel candidat, pourquoi certains décident de plus aller voter parce que c'est plus possible, pourquoi certains utilisent d'autres moyens d'action, et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire de mettre un bulletin dans une urne? Est-ce que ça veut dire qu'on soutient le candidat ou au contraire on veut pas de l'autre? Est-ce que ça veut dire qu'on a des choses à dire? Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on exprime par là? Donc en fait, parfois, le vote, c'est utile. Et alors, donc, tu as fait des études de sociologie? Alors j'ai fait des études à Sciences Po Paris. Putain, Ah, ça claque, d'entrée de jeu, d'accord. Ok. Ouais, Ok. mais en fait, c'était pas mal. On y rencontre des gens vachement bien. Il paraît. Ouais. Bon, paraît. après, il faut bien choisir. Faut trier. Ouais, j'aurais pu faire économie et finance, mais je pense que vous ne m'auriez pas invité. Non, tu serais pas là, oui, c'est Voilà. ce que j'allais dire. Mais BFM, par contre, Oui, ça aurait voilà. marché. Donc, si tu étudies les sondages, ça veut dire quand même que tu passes un certain temps dans les chiffres et c'est un truc qui te va, avec lequel tu trouves que c'est une manière peut-être plus Alors, solide d'aborder la politique? Alors, il y a plein de manières de le faire, il y a plein de méthodes. Mais bon, d'abord, j'ai fait, comme on dit, du quantitatif parce que j'étais un petit peu timide. Et donc, l'idée d'aller rencontrer des gens dans la rue et leur demander des choses, c'était super compliqué. Donc, je préférais être derrière mon ordi et faire des stats. Voilà. Donc, tu reprenais de la donnée, des sondages, des tout à études, fait. des enquêtes d'opinion, etc., etc. Des enquêtes d'opinion, des enquêtes faites aussi par la statistique publique. J'ai travaillé notamment sur Trajectoire et Origine, qui est une des plus belles enquêtes pour comprendre ce que c'est que la diversité en France, avec 10 000 immigrés, 10 000 enfants d'immigrés. C'est fait notamment par l'INSEE, on a plein de choses. Et puis effectivement, un de mes grands dadas, c'est de travailler sur le long terme, c'est-à-dire de cumuler des sondages et comparer ce que c'était en 81, ce que c'était en 88, ce que c'est aujourd'hui. Et parfois, c'était mieux avant. Parfois. C'est bien de le dire en début d'émission. Mais alors, tu travailles sur des données. Comment une donnée, tu la considères comme fiable plutôt qu'une autre? On considère que l'INSEE, par exemple, c'est du travail sérieux?
C'est un service public qui fonctionne encore assez bien. Ça fonctionne très bien. Il y a des excellents enquêteurs. Il y a une vraie volonté d'aller chercher des échantillons qui ont un vrai sens. C'est-à-dire que c'est pas des panélistes que tu retrouves sur des sondages par internet où grosso modo tu peux postuler pour gagner un petit peu d'argent. Et donc effectivement, t'es pas très représentatif, quoi. Et donc c'est un des vrais enjeux aujourd'hui de pouvoir effectivement rendre visible toute la diversité de la société française. Et sinon, on entend un peu toujours les mêmes. Bon, et un bon panel, est-ce que ça veut dire déjà avoir un assez grand nombre de personnes, estimer que par exemple interviewer 100 personnes c'est pas suffisant, qu'il va falloir taper? Non, je dis n'importe quoi. Ah non, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que certains faisaient des panels autour de la maison de la radio il n'y a pas si longtemps. Bon, c'était pas... D'un point de vue sociologique, c'est non. Je suis pas d'accord, mais bon, on n'est pas là pour débattre. Roger ne peut pas suffire. Oui, voilà, vrai, même sans Roger, ça ne suffira pas. Non, mais le vrai enjeu, c'est effectivement de réussir à toucher tout le monde. Et notamment, en gros, si tu fais pas gaffe, on va toujours entendre les mêmes. Bon, ça va être souvent des mecs de plus de 50 ans, avec des cheveux blancs et tout. Mais il faut effectivement réussir à choper des jeunes, des vieux, des peu diplômés, des ouvriers, des employés, des cadres, y compris des gens qui n'ont pas du tout envie de s'exprimer, qui s'expriment déjà pas dans les urnes et qui donc n'ont pas non plus envie de répondre à un enquêteur ou une enquêtrice. Et si on les a pas, il te manque une partie de l'histoire. Une partie du bouquin, c'est de raconter notamment ce que j'appelle la grande démission. C'est-à-dire que, et alors, à partir de ce que fait l'INSEE, là, c'est des enquêtes vraiment sérieuses, où les enquêteurs ont vérifié que les gens se sont bien déplacés. Et on se rend compte effectivement qu'aujourd'hui, les abstentionnistes, c'est pas des absents qui ont toujours tort. En fait, c'est des gens qui ont des caractéristiques sociales, un âge, et notamment, par exemple, on dit que le RN est le parti des ouvriers. En fait, il y a un ouvrier sur deux qui ne va plus voter aujourd'hui. Ça, on va y revenir dans l'émission, mais je voulais commencer. Donc, ton livre s'appelle La droitisation française. Est-ce que déjà la droite et la gauche, ça veut encore dire quelque chose pour les gens qui sont interrogés? Est-ce qu'il y a déjà un sujet là-dessus? Ah ouais. Oui, non, tout à fait. Enfin, ça dépend ce que tu mets derrière. Mais quand tu demandes aux gens, est-ce que plus de compétitivité ou plus de redistribution? Est-ce qu'il y a trop d'immigrés? Est-ce que l'homosexualité, est-ce que l'homosexualité, c'est une manière acceptable de vivre sa sexualité? Là, tu peux choper des opinions conservatrices et d'autres beaucoup plus progressistes. Oui, mais est-ce qu'il y a encore des gens qui disent... Enfin, moi, je trouve que c'est très difficile de rencontrer des gens qui te disent honnêtement, moi, profondément, je suis de droite. C'est aussi parce qu'on fréquente les gens qui nous ressemblent. Bon, on va faire un panel. Là, c'est un panel représentatif qu'on a devant nous, donc ça tombe bien. Bon, on va revenir à tout ça. Merci Vincent. On reste ensemble jusqu'à 20h, évidemment. On va écouter un petit peu de musique, parce que je tiens à signaler que ton livre est très technique, très complet. Enfin, t'as bossé énormément, mais il y a du fun aussi. Il y a du fun parce que tous les titres de chapitres sont des chansons. Donc, Twist and Shoot, Blowing in the Wind. And Shoot. Ouais, ouais, attendez. Non, moi, je ne parle pas la langue de l'oppresseur. Voilà, c'est pour ça. C'est une micro-résistance. C'est comme ça. Mais alors, il n'y a aucun titre de David Charvet. Et ça m'a un petit peu peiné. Et c'est pour ça qu'on va écouter tout de suite Should I Leave or Should I Stay? Non, Guillaume, tu le chantes suffisamment souvent en karaoké sans que personne ne t'ait sollicité. Mais ce titre de 91 aurait pu être un chapitre sur l'influence des médias d'extrême droite, puisque ce titre c'est Qui sème le vent récolte la tempête, enfin le tempo, et c'est MC Solar, bien sûr. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Longpré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité, le sociologue Vincent Tibéri. Et elle vient d'arriver autour de la table. Elle est de retour, celle qui a donné son sang. J'ai vu la photo sur Insta. Alors que c'est elle le sang. Le S, c'est le F, c'est Florence Mendez. Vous avez sans aucun doute entendu parler de Jean Portmanœuvre, mort cet été en direct sur une chaîne de streaming après avoir été maltraité sous les yeux amusés de milliers de spectateurs. Moi, quand j'ai envie de voir un mec souffrir, je me contente d'aller sur YouTube mater le passage à On ne demande qu'à en rire de Pierre-Emmanuel Barré. Trêve de plaisanterie, j'ai vu passer quelques images, c'est insoutenable. Je comprends pas qu'on puisse qualifier cela de divertissement, il y a absolument rien de drôle. Mais revenons-en à Jean Portmanœuvre. Alors... On l'avait tous. Il a tout subi. Moqueries, insultes, menaces, noyages, gifles. On se serait cru dans un porno pour flics. Alors...
Ces bourreaux sont les streamers Safin et Narutovi. Suite à cette affaire, leur chaîne a été fermée, mais ne vous inquiétez pas pour eux, on leur a déjà proposé un poste de surveillant à Betaram. C'est d'un cynisme épouvantable. Rendez-vous compte, pour les vues, pour le fric, ces mecs se sont filmés en train de mettre des coups à un homme handicapé sous curatelle. De bonnes grosses merdes, attirés par l'appât du gain. Je suis étonnée qu'ils aient pas pensé à commercialiser un modèle de punching ball baptisé Jean Portmanov. Le pire, c'est que ces deux fils de hyène, ils ont osé se prétendre attristés par sa mort. Ils ont été jusqu'à dire que c'était leur frère. Soit la même défense que Scar après avoir buté Mufasa. C'était pas de la méchanceté gratuite, ça non, c'était de la méchanceté bien rémunérée par tous ceux qui ont regardé pendant des mois ce terrible spectacle. Ils ont financé la mort d'un homme, c'est du crowdfunding de la torture. C'est comme si, avant de s'en prendre à Ilan Halimi, le gang des barbares avait ouvert une cagnotte litchi pour financer la corde. Certains se défendent en disant qu'ils n'avaient pas remarqué que c'était inhumain, mais bonne bande d'hypocrites, assumez que vous êtes des putains de tordus, au moins à l'époque des jeux du cirque, les gens ils étaient pas là, alors non, ça se voit que c'est une mise en scène, en vrai le gladiateur, il est super heureux de se faire déchiqueter par un lion. C'est fou cette fascination morbide pour des images d'humiliation, encore que ça peut m'arriver aussi. La preuve, demain je compte bien regarder la chaîne parlementaire pour voir François Bayrou se faire dégager. Quand même. J'aime bien aussi revoir les images de Sophia Aram à quatre pattes de moi, Arthur. Ouais, paraît qu'elle a une cible peinte sur l'anus, mais ça c'est pour Netanyahou. Bon. Et comme d'habitude, les autorités n'ont rien fait. Voilà, Mediapart avait lancé l'alerte en 2024, mais Clara Chapaz a préféré faire comme moi pendant une faciale, à savoir fermer les yeux. Putain, il y a mon père dans le public en plus. Alors... Voilà. Il est au premier rang. Et il est très attentif. C'est un personnage. Mais il y a un lien, non. Alors le monde de l'humour est lui aussi touché par ce phénomène. On voit partout sur les réseaux des images d'artistes qui humilient les membres de leur public. C'est encore moins drôle et plus malaisant qu'une chronique de Marie Saint-Filtre. Alors le harcèlement touche aussi le milieu scolaire. Je pense à cette directrice d'école dans le Cantal qui s'est suicidée suite à des violences lesbophobes. Il n'y a pas tellement de différence avec l'histoire de Jean Portmanov. Elle a été victime de raclures et ceux qui auraient dû la protéger ont failli à leur mission. La seule distinction, c'est qu'en tant qu'enseignante, elle proposait du vrai contenu intéressant et qu'elle était loin de toucher 6 000 € par mois pour ça. Avant, dans la cour, on jouait aux gendarmes et aux voleurs. Mais de nos jours, le phénomène de harcèlement est si présent qu'on pourrait croire que le truc à la mode, c'est de jouer aux chroniqueurs et à Hanouna. Et ça commence très très jeune. Plus besoin d'Halloween pour que les enfants se changent en monstres. Moi, j'ai été victime de harcèlement scolaire. Alors j'ai fini par répliquer. Un jour, une meuf m'a dit « Ta mère, elle est toujours grosse ?» J'ai répondu « Et la tienne, elle est toujours morte ?» C'est dingue parce que les ados américains qui débarquent dans leur lycée et vident leurs chargeurs sur leurs camarades de classe, ils sont jamais là quand on a besoin d'eux. Non mais... C'est un enfer. La moindre petite différence de clou au pilori, noir, grosse, à lunettes, gay, le harcèlement scolaire, c'est comme Pornhub, tout le monde a sa catégorie. Ouais, j'aurais pu rajouter handicapé. Allez, c'est pas bonne rentrée qu'il faut dire aux élèves, c'est puisse le sort vous être favorable, comme dans Hunger Games. L'école, c'est devenu Battle Royale, une grande arène où on s'entretue et les armes sont données au hasard. Moi, j'ai une Kalachnikov, moi, j'ai un arc à flèche, et moi, j'ai de l'asthme. Ou alors... Voilà. Ou alors un compas, voilà. Mais enfin, soyons honnêtes, la seule cible réaliste, c'est ton bras. L'éducation nationale n'a pas pris la mesure des enjeux. Il y a des gamins qui finissent par se suicider. C'est peut-être la solution d'Elisabeth Borne pour réduire le nombre d'élèves par classe. Allez, je pense à Caroline, Maëlle, Lindsay, Lucas, Nicolas, Marion, Evaël, morts parce qu'on ne les a pas protégés. Victor Hugo disait « Qui ouvre une école ferme une prison ». Je crains que la citation finisse par devenir « Qui ouvre une école ouvre un cimetière ». Florence Mendez, merci Florence. Et merci au papa. On retrouve ton spectacle Délicate, 19-20 septembre à Marseille et les 2, 3, 4 octobre à Mulhouse. Et ton roman Accident de personne est toujours disponible dans les bonnes librairies et même dans les mauvaises librairies. Oui. Puisqu'on parle de livres, nous sommes toujours avec Vincent Tibéri, sociologue de son état, et on a encore plein de questions à te poser. Juste avant, on parlait de la droitisation française, mythe et réalité. On parlait des critères qui font qu'on considère que quelqu'un est de droite ou de gauche. Il y a deux familles, j'ai noté dans ton livre. Il y a les critères culturels et les critères, on va dire, économiques. Donc ça veut dire les gens qui ont de la thune et qui ont envie de garder la thune, droite. Les gens qui ont envie de plus redistribuer, gauche. Et ce que tu disais avant, tu me dis, hein, et les gens plus conservateurs, droite, genre anti-mariage pour tous, etc. Et les gens plus progressistes, gauche. En gros, les gentils, gauche.
N'achetez pas le livre, je viens de le résumer. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je plaisante. Mais est-ce qu'on peut schématiser ça comme ça ou c'est trop caricatural? Non. Voilà. Je parlais de la première partie de ma question. Non, mais je pense que déjà, le vrai truc à garder en tête, c'est qu'on n'en a pas fini avec les questions économiques. C'est-à-dire que les inégalités sociales, les demandes de redistribution, de protection, ça continue à exister, quoi qu'en pense Dominique Seux. Et c'est un vrai enjeu déjà de rendre visible cette histoire. Grosso modo, sinon, ça nous donne François Bayrou et ses propositions de couper dans les dépenses et point barre. Ouais. Là, on est effectivement dans un truc où il y a encore aujourd'hui, notamment chez les ouvriers, notamment chez les employés, notamment chez les plus pauvres, une demande de faire collectif ensemble. Donc ça pourrait être de gauche, si la gauche effectivement redécide d'être sur ces questions-là. Ah, c'est la gauche qui a démissionné de ces questions-là? Ouais, on peut le penser, et il y a quand même un certain nombre de phénomènes qui le laissent. Voilà quoi. Souvenons-nous du bilan de François Hollande. Hein. Ouais, voilà, de ce point de vue-là, effectivement, c'est pas très de gauche, c'est pas très redistributeur, c'est pas, et surtout on est passé à autre chose. Et donc effectivement, une partie de l'histoire, c'est d'avoir oublié ça. Après, l'autre histoire, effectivement, c'est pourquoi ne parle-t-on pas à la fois de redistribution, mais à la fois de discrimination, parce que les questions de genre, les questions de racisation, ce sont aussi des questions sociales. Et donc, la gauche, ça pourrait être tout ça ensemble. La question, c'est aujourd'hui, qui est capable aujourd'hui d'être crédible sur ces enjeux-là. Par contre, quand on prend les citoyens, on voit que c'est clairement pas fini. C'est-à-dire que sur les questions, par exemple, de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme, on est dans une situation aujourd'hui beaucoup moins grave qu'elle n'a pu l'être il y a 20, 30 ou 40 ans. Oui, c'est pour ça que tu dis que la France ne devient pas forcément de plus en plus de droite si on repart les années 60, 70. Ça va beaucoup mieux. Ouais. En fait, ça dépend d'où tu pars. Combien d'années d'études pour ça? Et il y a un autre truc qu'on entend aussi beaucoup dans les médias, et vraiment, j'ai l'impression tous les médias, c'est le truc qui revient constamment, c'est les deux France irréconciliables. Est-ce que ça c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Non, c'est une construction. Alors effectivement... une construction, c'est-à-dire une construction culturelle, intellectuelle, qui profite à un certain nombre de gens. Mais qui a intérêt effectivement à cette idée des Français irréconciliables? Justement, ceux qui ont envie d'installer l'idée qu'il y aurait effectivement une crise du modèle d'intégration, que tous les enfants d'immigrés seraient des musulmans qui veulent tous à tout prix chariser le pays. C'est clairement pas le cas. Enfin, là aussi, les enquêtes le montrent. C'est-à-dire que les musulmans sociologiques, ils existent, on peut les mesurer. Effectivement, il peut y avoir des conservateurs, comme il y a des cathos conservateurs, comme des juifs conservateurs. Voilà, bon, ça existe. Mais simplement, c'est pas un bloc sociologique. Et au contraire, il y a même, d'ailleurs, parmi beaucoup de gens qui se disent musulmans, il y a beaucoup de demandes de redistribution, il y a beaucoup de demandes de considération. Et en fait, la volonté de beaucoup d'enfants d'immigrés dans les quartiers, etc., c'est d'exister, d'être reconnus et d'avoir les mêmes chances que les autres. Et d'ailleurs, et ça c'est un scoop, mais les jeunes issus de l'immigration, ils réussissent à l'école, contrairement à ce qu'on entend. Voilà, Natacha Polony peut nous dire des choses, les spécialistes de l'éducation du 16e arrondissement peuvent nous dire des choses, mais en l'occurrence, ce qu'on constate en sociologie de l'éducation, je pense à Mathieu Hicheroux, je pense à d'autres, c'est que finalement, il y a un nombre conséquent de Français d'origine immigrée qui réussissent. Ok, donc donc les journalistes en général ont accès à ces chiffres. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas au courant? Parce que moi je suis sûre que si on essaye de poser la question dans la salle, là en ce moment je suis pas sûre que les gens savaient il y a 10 secondes ce que tu viens de dire. Alors c'est parce que parfois on fait des études, c'est pas très sexy un tableau de chiffres, et en plus on contrôle par des trucs. C'est de votre faute donc. C'est ça, on est. Faudrait mettre des couleurs. Alors, il a mis Twist and Shoot en début de chapitre. Shout. Ah pardon. J'ai mis des titres de chansons. Oui, c'est au puf quand même quoi. C'est pas rien. Oui, j'ai pas cité l'éditeur. Non mais une partie de notre boulot, c'est effectivement d'être présent pour rendre visibles ces questions-là. Après, il faut être invité. Et effectivement, c'est compliqué un sociologue. Alors sur Nova, ça passe, mais... Comment ça passe? C'est un petit média, c'est ça? Et sur le... Non, mais il y a plein de profs de SES à l'écoute, donc c'est bon. T'en as parlé un peu tout à l'heure, mais juste sur le vote ouvrier, parce que c'est quelque chose qu'on entend énormément. Maintenant, les ouvriers, ils votent à l'extrême droite, on dit. Alors toi, tu fais la différence entre les études qu'on a
Les ouvriers, comme les employés, comme les catégories populaires, c'est pas un type. C'est-à-dire qu'il y a énormément de situations différentes. Typiquement, derrière le même vocable employé, tu peux te retrouver effectivement employé dans les trucs de bobo à Paris, mais aussi femme de ménage dans des endroits extrêmement compliqués où en plus tu dois te faire 3 heures de RER, etc. Donc, effectivement, la sociologie est une sociologie qui à la fois parle de grandes catégories et essaye de faire mieux. Et donc, effectivement, les ouvriers, c'est pas un bloc. Il y avait des ouvriers conservateurs dans les années 70. Ils ne votaient pas tous pour le Parti communiste. Voilà. Aujourd'hui, t'énerve pas, c'est pas de notre faute non plus. Non, mais c'est bien de le dire, parce que c'est un petit média, c'est un petit média. Il est resté bloqué là-dessus. Alors restez sur ce petit média. On va revenir à ça, Aymeric. T'as une vraie question ? Une vraie question. Alors là, ne ratez pas ce qui suit. Aymeric a une vraie question. Je l'ai dit dans ma tête. Non. Justement, on va teaser parce que là, évidemment, on est le média, le petit média, mais un média privé, donc on doit. Deuxième podcast de France. Voilà. On a beaucoup de questions sur le rôle des médias, de l'économie, de comment l'économie influence les médias. On va le faire après une page de publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré. Notre invité, le sociologue Vincent Tibéri, est toujours avec nous. Vincent nous explique depuis le début de l'émission qu'il ne faut pas dramatiser la situation, qu'il y a des raisons d'espérer, alors que non. Vincent, c'est clairement la merde, c'est la panique. La France a peur. Voilà, alors désolé Vincent, on va quitter un petit peu les petits sujets annexes dont on parle depuis tout à l'heure, genre la démocratie. C'est quoi ? Non, il y a des choses plus graves qui se passent dans le monde, vous le savez. Premièrement, ils veulent enlever les coiffes sur les bouteilles de champagne. Oh ! Les coiffes sur les bouteilles, putain, il n'y a personne de droite. Pierre-Emmanuel, les coiffes sur les bouteilles de champagne. Voilà, je savais que ça allait te concerner. Merde, c'est le premier combat de la rentrée sur RMC. C'est quoi la prochaine étape ? On enlève les bulles ? Non, mais je suis sérieux. C'est notre identité, c'est notre culture. Et alors, mon identité, c'est pas la coiffe sur le bouchon. C'est tout, c'est un tout. Moi, quand j'achète une bouteille de champagne, je veux enlever la petite coiffe, l'enlever comme ça, puis regardez bien. Puis regardez ça commence par ça et on enlève tout. Ouais, ça commence par ça et après, on sait comment ça finit. Les bonnes femmes, le droit de vote, etc., etc. Bref. Désolé, cette année, on n'a pas le temps de tergiverser. On n'a pas le temps parce que tout fout le camp. Il y a des émeutes en Suisse. Vous avez vu ça à Lausanne ? Vous avez vu ça ? Alors sur CNews, ils sont PLS. Quand ça se passe en Belgique ou en Angleterre, on se dit, bon, c'est des pays qui sont un peu foutus, si vous me permettez l'expression. Tout cela nous inquiète beaucoup parce que si la Suisse elle-même est touchée, de là à dire que la France a contaminé la Suisse, il n'y a qu'un pas et je vais le franchir. Bon, franchissons les pas. De toute façon, on est sur CNews, on a pas franchir les pas. C'est vraiment la panique. J'ai regardé l'émission en entier. Ils imaginent des cocktails Molotov au cognac 15 ans d'âge. Enfin, c'est vraiment un... quel gâchis. Bref. Tiens, puisqu'on parle cognac, parlons Elisabeth Lévy. oui, parce que c'est sa rentrée aussi, chez l'ami Pascal Praud. La faute d'Emmanuel Macron, c'est pas seulement de ne pas être allé à la manifestation, c'est de faire rentrer des dizaines de milliers d'antisémites, de sexistes, d'homophobes, de tout ce que vous voulez, tous les ans dans ce pays. Alors, c'est là que ça va être le premier travail de modération que je vais faire de l'année. Oui. Ça commence très très fort. Alors, modération, c'est compliqué parce qu'Elisabeth Lévy, elle connaît pas le mot, je pense. Boire avec modération, à mon avis, elle cherche toujours le gars qui s'appelle modération. Alors, attention, parce que ça, c'était le début de l'émission. Donc Pascal, il était vigilant. Écoutons un petit peu plus loin. Je ne dis pas que tous les Gazaouis pensent que Hitler était un type formidable, mais il y en a une proportion suffisante pour que cela veuille dire pour beaucoup de juifs français, ça veut dire que dans je vais enlever le mot Hitler aussi, deuxième modération. Ménagez-le, parce que c'est parti beaucoup trop vite, là. Il va pas... On dirait l'arbitre d'un match de belote entre Hannibal Lecter et Joey Starr. Non, ne lui mangez pas le pancréas. Enfin, non. Bon, alors, heureusement, Pascal, il a un autre espace de jeu, c'est Europe 1. Et alors là, c'est même plus des chroniqueurs qu'il a, c'est des auditeurs qui appellent directement pour s'exprimer. Et notamment, ils s'expriment sur Emmanuel Macron. Un président qui embrasse Zelensky dans le cou, non, pour moi, c'est pas un président, non. Ça serait plutôt une Tarlouse qu'autre chose. Oh non. On arrête. C'est pas possible, ça, les amis. On peut pas, à l'antenne, laisser insulter les gens. Pas à l'antenne. Ça, d'accord, mais non. Tarlouse, c'est pour la cantine ou la machine à café, mais à l'antenne, c'est non. Ah non.
Non, mais là, c'est la première semaine de l'année. N'oubliez pas que Pascal, c'est le garde-fou du vivre ensemble. Hein. Parce que quand Pascal, il n'est pas là sur CNews, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait, Rachel Kahn ? Elle se lâche. Aujourd'hui, ce qui se passe à travers le monde, et c'est ce que disait Marceline Loredan, on veut une solution finale acceptable avec le palestinisme. Voilà, une solution finale acceptable. Les termes ont été dits. C'est ça qu'il nous faut. Une solution finale acceptable. Un holocauste éco-responsable. Avec des drones électriques et des missiles recyclés. Ce jour-là, on pourra sabrer la victoire du monde libre au Champagne. Un écolo-holocauste. Un écolo-holocauste, magnifique. Bon, c'est la meilleure chute. Allez, je fais pas la chute que j'avais choisie. Celle de Florence, c'est beaucoup mieux. Bonne fin de civilisation à toutes et à tous, les amis. Et merci, Guillaume. C'est bien agréable. Alors justement, à propos des médias, comme promis, tout de suite une question de notre estimé confrère, Aymeric Lompré, à notre invité, Vincent Tibéri. Ah bon ? Mais oui, puisqu'on a chanté. Ah oui, j'ai oublié. Ah là. Mais on est à Nova, là ? Oui, c'est tout. Le truc, c'est que si Aymeric il comprend l'émission, la France comprend. Et ça, c'est bien. Puisqu'on parlait qu'elle conduise. On parlait d'ouvrier et de comment on définit le vote ouvrier. Donc, t'avais une question. Oui, celle-là. Hop, je te lance. C'est quoi ? Comment on peut définir un ouvrier ? Qu'est-ce qu'un ouvrier ? Non. Oui. Comme ça. Est-ce que c'est vraiment une catégorie sociologique, ouvrier ? On était un peu là-dessus. Oui. Comment on fait pour décrire un ouvrier ? Un ouvrier, comment on fait Alors, c'est bon. Il comprend pas la question. Si tu le laisses répondre, à mon avis, il va répondre. Alors juste, il prend sa respiration pour pouvoir en placer une... il a un casque, déjà. Ouais, et puis il a un bleu de travail et il vit en usine, mais parfois c'est aussi désormais un cariste parce que la condition ouvrière a changé. C'est-à-dire que, voilà, typiquement maintenant un ouvrier, ça va se retrouver dans Amazon, ça va se retrouver effectivement chauffeur-livreur, ça va se retrouver dans plein d'endroits différents et pas simplement derrière la chaîne dont on sait que c'est un peu la magie. Hein, comme le rappelait Agnès. T'as des bonnes références, Agnès Pannier-Runacher. Mais de fait, d'ailleurs, pendant longtemps, on pensait que la classe ouvrière, c'était les catégories populaires. Or, désormais, c'est beaucoup plus éclaté que ça, beaucoup plus compliqué à vivre, parce que derrière, pour effectivement mesurer ce que c'est aujourd'hui que les inégalités sociales, on peut pas simplement rester derrière le métier que tu fais. Il faut aussi vérifier quel type d'emploi, il faut aussi voir dans quel type d'entreprise tu te retrouves, les horaires que tu te prends dans la gueule, et donc effectivement, les conditions aujourd'hui de travail sont des conditions essentielles pour comprendre aujourd'hui pourquoi il faut adresser des questions d'inégalité sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, on se retrouve dans des situations, je le cite régulièrement, mon pote Camille Penny montre que, par exemple, aujourd'hui, les femmes de ménage qui bossent sur les plateformes pensent pouvoir être un peu comme les artisans, les commerçants, être responsables de leur propre existence et de réussir à la manière des grandes gueules, quoi. Et en fait, le système les fout en l'air. Les fout en l'air parce qu'aujourd'hui, elles n'ont plus un seul patron, mais elles en ont plein. Elles se rendent même pas compte, effectivement, qu'en termes d'effet de carrière, c'est juste une horreur parce que, voilà, pendant 20, 30, 40 ans, elles vont se prendre, effectivement, des conditions de travail extrêmement dures. Et ça, aujourd'hui, un des vrais enjeux, j'aime beaucoup ce téléphone. Oui, il y a le téléphone. C'est pénible. On prend un auditeur en ligne. Non, on n'est pas sur RMC. Un des vrais enjeux de la sociologie. C'est moi, en plus. De la stratification, c'est effectivement de rendre visible ce que sont devenues ces conditions d'exploitation. Et pourtant, je suis pas un spécialiste. Il n'a pas répondu. Hein. Il a dit que c'est plus une catégorie sociale qui est vraiment opérante, mais on peut vraiment définir. C'est trop éclaté, quoi. Ouais. C'est plus des gens qui vont à l'usine tous les jours. Mais la tendance qu'on a, et en tout cas la tendance médiatique qu'on a, c'est de dire les gens qui sont en bas de l'échelle sociale se retrouvent le plus à voter pour le Rassemblement national. J'arrive même pas à le dire. Est-ce que ça c'est vrai comme tendance ? Alors, un des vrais enjeux, c'est effectivement, il y a des questions de récit. C'est-à-dire que le RN a tout intérêt, effectivement, à dire « nous sommes le parti des ouvriers ». Parce que là, ça leur permet justement de gagner des voix, de se rendre crédibles, alors que, objectivement, alors ils font mieux que la gauche, hein, on est bien d'accord. Mais t'as quand même, lors des dernières européennes et des dernières législatives, plus d'un ouvrier sur deux qui ne s'est pas déplacé. Et en fait, ces abstentionnistes, ce ne sont pas simplement des gens qui n'ont pas d'avis, c'est des gens qui ont effectivement aujourd'hui une vraie cassure à l'endroit du monde politique, RN compris. Et donc un des vrais enjeux aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se passe et de réussir à aller chercher. Un des enjeux, si vous voulez vraiment représenter les citoyens dans leur diversité, c'est d'effectivement être capable d'y aller, de reprendre des racines. Et là, le RN en est pas cap. Mais est-ce que les autres partis de gauche le sont ? Pas tant.
Ouais. Il y a un des chapitres de ce livre sur la droitisation française qui s'appelle The Sound of Silence. Comment on fait? Donc, il traite de tous les gens justement qui s'abstiennent de voter. Il y a même une certaine partie de la population qui passe sur les listes électorales, puisque c'est pas en fait obligatoire, spontané. Comment on réussit à les connaître, ces gens-là, puisque justement, c'est le bruit du silence? Ben, on réussit à les connaître justement parce que l'INSEE fait un super boulot. C'est-à-dire que ces enquêtes participation, il y a un vrai travail d'échantillonnage que beaucoup de sondeurs ne sont pas capables de faire. D'abord parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas le temps et c'est pas forcément très très utile pour eux en tout cas. Pour l'INSEE, ça l'est. Et effectivement, là du coup, on voit ces pans entiers de la société qui ne s'expriment plus. Et la question, c'est pourquoi? On pourrait penser si on était juste un journaliste de base, un éditorialiste, etc. quoi. C'est des mauvais citoyens. D'ailleurs, c'est les jeunes qui se déplacent pas. Les jeunes, voilà, quoi, ils sont pas intégrés, ils foutent rien, ils sont sur leur smartphone. Alors que non. On va extraire ça et après on le mettra en boucle. Allez, ce qu'il dit Vincent Tibéri. Et donc, un des vrais enjeux aujourd'hui, c'est de comprendre que, en fait, ce rejet, cet abstentionnisme, c'est un refus du vote et surtout aujourd'hui, de plus en plus, un refus de ce qu'il y a derrière le vote. Pendant longtemps, le vote, c'était de la remise de soi. En gros, dans une logique très élitiste, je suis un simple citoyen, je comprends pas trop les choses. Voilà, il y a un élu, il y a un Nicolas Sarkozy, il y a un François Hollande, je vais les suivre. Voilà. Mais cette culture-là, qui effectivement était très pratique pour la classe politique française, parce que des citoyens qui se remettent à toi de choisir à leur place, voilà, c'est super calme, c'est tranquille, c'est du citoyen qui reste calme. Ouais. Mais ça y est, c'est fini. Et c'est fini dans les catégories populaires, c'est fini dans les jeunes générations, et on voit en plus de citoyens qui l'ouvrent. Et en fait, le sous-titre du bouquin, c'est notamment comment citoyens et électeurs divergent. Et en gros, il reste encore des électeurs. Alors étonnamment, c'est souvent des boomers. Coucou François. Et de fait, ils ont des valeurs, ils ont des positions, mais ils ne représentent pas ce qui se passe dans les jeunes générations, ce qui se passe dans les catégories populaires. Et en fait, cette démission, elle est massive dans les jeunes générations. C'est y compris des diplômés du supérieur, c'est y compris des cadres qui refusent. Et alors ils vont faire politique autrement. Ils vont faire politique dans la rue, ils vont signer des pétitions, ils vont mettre le bazar, voilà, ils vont l'ouvrir. Et ça, c'est des citoyens qui sont plutôt intéressants aussi. On va revenir là-dessus. Bien sûr, merci beaucoup Vincent. Merci Vincent Tibéri. Mais avant de continuer cette interview passionnante, on inaugure une nouvelle séquence dans l'émission. Parce que figure-toi qu'Aymeric Lomprey a enquêté sur toi, parce qu'on voit bien que tu nous dis pas tout, que tu nous caches des trucs. Donc, voici ce que vous ne savez pas sur l'invité et que même l'invité ne sait pas sur lui-même. Breaking news. On vient de l'apprendre à l'instant. Restez avec nous. Oh my fucking god. By Aymeric Lomprey. Ouais, on a mis les moyens. Oui. Alors. J'ai plus envie de le faire. Non. Oui, tout à fait. Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle séquence. Ouais. Bon, ça commence bien. Non, mais c'est vrai que mes infortantes de l'année dernière n'ont pas trop convaincu. Ça m'a mis la puce à l'oreille quand France Inter m'a appelé pour le faire chez eux. Je me dis, mon ami, ça c'est de la merde. Et donc, cette année, je vous propose cette séquence. Alors, ce que vous ne savez pas sur l'invité, et lui non plus. Alors, plusieurs séquences m'étaient venues en tête, comme par exemple MMA entre deux auditeurs, ou qu'est-ce qu'on mange ce soir, ou vous devez deviner ce qu'il y a dans mon slip. Mais... C'est slip, c'est drôle. Oui, c'est slip, c'est drôle. Mais toutes ont été refusées. Donc, voici cette séquence qui m'a été imposée par Guillaume. Vincent Tiberge, je l'ai écrit comme ça. J'ai découvert pas mal de choses sur vous que vous ne savez pas, et vous non plus. Donc vous étiez sociologue, mais vous n'avez pas toujours été sociologue, puisqu'en 1998, alors que vous étiez étudiant à Sud Étudiant, c'est bien ça? Moi, on s'en fout. Vous venez d'obtenir votre DEA, qui est un diplôme pour entrer dans la police. Et qu'est-ce qui se passe en juin 1998, Vincent? Qu'est-ce qui se passe en juin 1998? Dites-le. Vous êtes bien humble. Je vais vous le dire. Puisque vous remportez le championnat régional de Bourgogne de fléchette handisport. Mais non. Dans la catégorie aveugle. Mais non. Avec un score record de 30 sur 501. Bravo. On peut applaudir Vincent pour ce résultat. Et aussi pour sa guérison, visiblement. Alors, je ne vais pas vous demander de vous expliquer comment ça se passe un championnat de fléchettes d'aveugle, puisque vous venez de le découvrir. Et tout le monde n'a pas mon talent d'improvisation. Donc, je me suis donc renseigné de comment ça se passe un championnat de fléchettes d'aveugle. Alors,
C'est peut-être la dernière fois que je la ferai, cette séquence. Hein. Alors, on l'adore. Déjà, ça se joue à 2, hein, voilà, sur 501 points. Alors, les joueurs se placent à 6,75 m de la cible. Alors, bien entendu, la cible émet un bip. Hein, voilà, qui permet de repérer la cible. Les fléchettes également, histoire de les retrouver. Hein, voilà. Alors, faut savoir que les deux bips sont différents. Hein, entre les fléchettes et la cible, sinon parfois on lancerait la cible. Et ce serait... Faut être très défoncé pour rigoler à cette chronique. Hein. Alors, et ce serait n'importe quoi. Ensuite vient le moment du lancer. Là, il y a quelqu'un, une sorte d'arbitre, hein, qui crie très fort pour signaler au joueur qu'il peut démarrer. Le fléchiste prend la flèche, la donne à son chien. C'est pour ça que je vous disais que ça se joue à 2. Le chien court vers la cible qui bip. Hein. La cible est au niveau du chien, donc à 70 cm. Et là, le chien plante la flèche. Alors certains vont me dire, pourquoi la cible bip ? Oui. Parce que le chien est... Bon, ça, Vincent, vous nous expliquerez plus tard. Pourquoi là ? Donc, le chien plante la flèche, revient à toute berzingue. Pardon, je suis craché. Et ensuite, on compte les points. Ouais, c'est de l'impressionnisme, quoi. Alors, donc les points se comptent comme pour les normaux, les valides. Elle a dû coûter cher en drogue, cette chronique. Mais je la découvre. Alors, voilà. Donc, on peut dire bravo à Vincent, mais aussi bravo à votre chien. Voilà, qu'on embrasse. Votre chien qui s'appelle Gontran. Bravo Vincent. Alors voilà, quant à moi, peut-être à la semaine prochaine. Ah si, oui, bien sûr. Ah bah si. Vous faire foutre. Alors pour des infos, voilà. Alors le prochain invité sera Pierre Ménès. Et on apprendra qu'avant, en fait, il était noir. Merci d'avoir écouté, des bisous. Merci beaucoup. Merci. Bravo Vincent pour ta modestie. Oui. Il nous avait pas tout dit. Merci Aymeric. Je crois que notre invité a besoin de faire une petite pause. On va souffler un petit peu, on va écouter de la musique avec un titre en rapport avec la non-droitisation de la France, puisqu'on va écouter Laurie qui chante Hasta la Victoria Siempre. Non. C'est pas ça ? Non, Guillaume, parce qu'on n'est pas là pour donner vie à tes fantasmes, mais au mien. Donc on va écouter Mid, un titre de son nouvel album à base de vie festive. Vous savez, ces moments où on découvre que tout ce qui brille n'est pas d'or, que les paillettes et les pailles, c'est pas de l'or. Et comme c'est un peu triste, on n'a qu'à danser. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Vincent Tibéri. On a parlé sociologie, on va continuer à parler sociologie, notamment sociologie électorale, mais on accueille à présent notre scientifique préféré. C'est pas Didier Raoult, même si elle est possiblement aussi drôle que lui, Célia Pelluet. Bonsoir tout le monde. Quand j'étais petite, ma sœur me disait souvent cette phrase: t'inquiète, je gère. Confiance de grande sœur, quoi. T'inquiète, je gère, fameuse phrase prononcée 30 minutes avant d'être retrouvée inconsciente à côté de son vélo. Et ben j'ai trouvé au 19e siècle celui qui était un peu la grande sœur des physiciens de l'époque. Ce mec, c'est Lord Kelvin, et il a dit un jour de 1900, il n'y a plus rien à découvrir en physique aujourd'hui. Il a dit ça juste avant la relativité générale, quelques années avant la découverte de la mécanique quantique. Bref, un sens du timing de mec qui fait une blague sur Netanyahou quand sa direction vient de faire un virage à droite. Donc, il annonce que c'est bon, la physique s'est pliée, il a tout compris, on n'a plus rien à découvrir, Non mais le melon du mec, impressionnant. Pourtant, dites-vous qu'on était en moins 68 avant Yann Moix. Donc Lord Kelvin, que j'appellerai en français Seigneur Kevin, qui est par ailleurs le pseudo d'un ex de Florence Mendes rencontré à un jeu de rôle grandeur nature, Donjons, Dragons et Méga Gourdin. Donc Seigneur Kevin, c'était un très grand physicien à qui on doit de nombreuses découvertes, comme le principe de réfrigération, sans qui la canicule aurait emporté beaucoup de nos sénateurs. Et comme pour ma sœur, il a dit son « T'inquiète, je gère, j'ai tout compris » juste avant un bon
gros bordel qui allait révolutionner la science. Mais qui aurait pu prédire? Bon, quand même, il faut savoir qu'à l'époque, on avait quelques angles morts en physique. Notamment, on croyait encore que partout autour de nous, il y avait une espèce de substance transparente dans laquelle on baignait toutes et tous, qui s'appelait l'éther lumineux. Alors, comme le son a besoin d'air pour se propager, on pensait que la lumière avait besoin de l'éther. On sait aujourd'hui que la lumière se propage très bien dans le vide, puisqu'on est capable d'éclairer le plateau de CNews. Autre belle conviction de notre poteau Kevin, il a dit un jour que l'avion ne volerait jamais, parce que, je cite, il est plus lourd que l'air. Oui. Le mec n'avait manifestement jamais vu d'oiseau. Seigneur Kevin et ses copains, ils avaient beau être de grands savants, ils savaient finalement pas grand-chose du monde qui nous entoure. Aujourd'hui, on sait qu'on n'en sait encore pas grand-chose. On est allé sur la Lune, on invente l'ordinateur quantique et le womanizer, mais on sait que 95% de ce qui compose l'univers nous est inconnu. Donc finalement, depuis Seigneur Kevin, on a surtout découvert un truc, l'humilité. Parce que c'est l'essence de la démarche scientifique, le doute. On peut penser qu'à l'époque, la communauté scientifique avait un biais appelé de surconfiance. Alors, je pourrais être insupportable et vous dire que ça s'appelle aussi l'ultra-crépidarianisme, mais je ne m'appelle pas Alexandre Astier, donc je ne le ferai pas. Je suis pas la seule, bon. Ça vient du cœur, je suis sûr. Bon, bah, je l'oreille de la liste des invités. Allez, hop. C'est le même effet qui fait dire à un homme américain sur 2 qu'il est capable, sans formation, de faire atterrir un avion de ligne à la place du pilote. Vous avez entendu ça? Non, mais les mecs, ils ont joué 2 fois à Flight Simulator, ils pensent pouvoir faire atterrir un avion. Moi, j'ai joué pendant des années à Nintendogs, je sais toujours pas comment gérer les chiens dans mes DM. Arrêtez de m'envoyer des DM. Il y a donc des mecs qui pensent pouvoir piloter un avion alors qu'ils sont genre banquiers. D'autres qui pensent pouvoir piloter un pays alors qu'ils sont genre banquiers. Et bien, comme Kevin à l'époque, nos seigneurs d'aujourd'hui affirment des trucs comme le réchauffement climatique n'est pas une certitude, Trump 2020. La France n'a pas besoin de transition écologique, elle est déjà verte, Sarkozy 2007. L'économie française est solide, pas de risque de récession, Macron 2022. Je gère bien la descente, ma sœur 2004. Et Emmerich en 2025. Alors Alors je dis pas que nos politiques devraient douter de tout ou qu'ils devraient agir comme des scientifiques. Bon, ces derniers temps, on a un peu l'impression qu'ils font des expériences avec nous dont aucune n'est concluante, sans jamais conclure que le problème, c'est eux. Mais peut-être qu'on devrait apprendre à se méfier un peu plus des gens qui nous disent « T'inquiète, je gère » et faire un tout petit peu plus confiance à ceux qui nous disent « T'inquiète, je doute ». Célia Pelluet, merci beaucoup Célia. Merci Célia, qu'on retrouve en spectacle le 20 septembre à 16h à la Reine Blanche, théâtre de la Reine Blanche à Paris, au festival Déclic et des Sciences, où il y aura également Marie Trébert qui participe à l'émission également. Merci beaucoup Célia. Vincent Tibéri, notre invité qui est sociologue, t'a écouté attentivement. Comment tu deals avec ça, avec les choses que tu sais pas? Par exemple, pour poser une question un poil plus précise, quand tu as fait ce livre, La droitisation française, est-ce que ça part d'une intuition où tu t'es dit bon, en fait, je pense que la France n'avait pas tant de droite que ça et tu as cherché des choses, ou alors c'est en faisant des recherches, tu t'es dit mais ça perd l'hypopète? Est-ce que tu dis encore ça perd l'hypopète? Oui, peut-être qu'on pourrait poser ça comme question au début. Non. Non. En 98 peut-être. En termes de protocole, comment t'as... En termes de protocole, le vrai truc, c'est que bien sûr qu'il faut qu'on doute. Enfin, sinon, on est à côté de la plaque. Sinon, on est essayiste. On fait pas de la sociologie, on fait pas des sciences. Bien sûr qu'on est confronté à ça. Et donc, moi, ce qui a amené ce bouquin, c'est que j'avais des données, quoi. Et puis, ça marchait pas comme attendu, quoi. Chaque année, je bosse avec la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et chaque année, je me dis, c'est un peu mieux qu'avant. Sur les questions, effectivement, de tolérance, sur les questions d'antisémitisme, etc. Donc, il y a un moment, tu as des données, alors tu as des intuitions. Ouais, bien sûr que j'adorerais un monde dans lequel on est tous des bisounours woke et favorables à la redistribution. Je serais ravi, bien sûr, en tant que citoyen. Mais on est des biais sur pattes. Mais tu serais au chômage, voilà, à ce moment-là. Donc, bon. Ouais, mais sans doute le système serait sympathique. Ouais. Mais bon, on est des biais sur pattes. Tous les humains sont des biais sur pattes. Ce qui nous transforme en scientifiques, c'est qu'une fois qu'on sait qu'on a nos biais, on essaye de trouver des moyens de vérifier si on a raison, si nos intuitions sont bonnes, ou si c'est juste des rêves sur lesquels on essaye de s'illusionner. Donc voilà, pour ça, il y a des données.
en sciences dures comme en sciences dites molles. La fameuse réalité, quoi. Ouais. Oh, pénible ça. Merci en tout cas, merci Vincent et merci Célia. Alors, puisqu'on parle de réalité, c'est pas du tout ce qu'on va faire maintenant. Désolé, puisque, oui, parce que c'est la publicité. Donc, rien à voir. Vous êtes bien toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Célia Pelluet qui est restée avec nous et notre invité, le sociologue Vincent Tibéri. Il est 19h20 et c'est le moment de celui qui a eu tout l'été pour se reposer, mais il a 2 enfants en bas âge, donc c'est pas du tout ce qu'il a fait. D'où son humeur, qu'on pourrait qualifier de maussade si on n'avait pas peur des retombées judiciaires. C'est Pierre-Emmanuel Magic Barré. Arrêtez, non, arrêtez. Clap avec vos mains là, on dirait des otaries aux eaux de Beauval là. Vous voulez que je vous envoie un ballon là pour jouer avec vos gros museaux là? Non, j'arrête, sinon sur CNews ils vont isoler l'extrait et titrer honteux. Un collègue de l'antisémite Guillaume mime un trisomique en direct. C'est eux, c'est honteux. Ils confondent une otarie et un handicapé, c'est quand même facile à différencier. Suffit de les jeter tous les deux dans l'eau, vous verrez bien. Bref, vous auriez pas dû applaudir au début parce qu'on devrait même pas être là. Dans 3 jours, c'est le 10 septembre, on bloque tout. Là, on devrait être chez nous à préparer des palettes, des pneus, des barrières, des parpaings et des drapeaux palestiniens. Alors, les drapeaux palestiniens, c'est pas pour les barricades. Ça bloque rien, c'est pour faire des pièges à CRS. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer des drapeaux palestiniens géants partout dans le pays, sur les immeubles, sur les plages, sur les montagnes. Là, les préfets, ils vont envoyer tous les policiers en disant « Vite, vite, il faut retirer ces drapeaux, c'est très dangereux !» Sauf que nous, avant, qu'est-ce qu'on aura fait ? Avant, on aura trempé les drapeaux dans de la glu. Comme ça, après, tous les flics, ils seront collés comme ça, comme des petites mouches à merde. Oh non, on va rater l'heure des pros. Du coup, après, il n'y aura plus personne pour protéger les ministères et l'Élysée. Donc nous, on peut y rentrer tranquillement parce que de toute façon, à la base, je vous rappelle quand même que c'est chez nous. Et une fois qu'on y est, hop, on installe le communisme. Problème réglé. Moi, J'adore les grands mouvements sociaux parce qu'à chaque fois, les capitalistes, ils ont peur. Bernard Arnault, ça fait 3 semaines, il chie dans son slip Louis Vuitton. Là. Du coup, Macron, il a une petite moustache de merde, on dirait mon fils après une petite danette. Vous avez vu, pour essayer de neutraliser le mouvement du 10 septembre, Macron, il a envoyé Bayrou se suicider avec le vote de confiance 2 jours avant. Il s'est dit, allez, je balance Saint-François, protecteur des pédophiles sous le train, ça va calmer les prolos. Mais Manu, un train peut en cacher un autre. Allez hop, ça dégage. Il a glissé, vous êtes témoins. Ils stressent tous, la Bayrou, Retailleau, le MEDEF, tous les chiens de garde, les éditorialistes, ils sont là. Le 10 septembre, ça va être le chaos. Et ben moi, je suis ravi. Je suis ravi parce que quand Nathalie Saint-Cric est su du cul, c'est qu'on n'est pas loin de la solution. Raphaël Glucksmann aussi, il hyperventile. Vous voyez qui c'est, Glucksmann? C'est le chef du parti chiotte public. Place publique, pardon. Chaque fois, je confonds tellement c'est une cuve à pisse. Il est là. Non mais attendez les copains, si Bayrou il parle 8, il n'y a pas besoin de tout bloquer. On va pas tout chambouler. Bah si Raphaël, parce que si Bayrou il part, après il y a toi, et toi et Bayrou, c'est la même chose. De toute façon, si Glucksmann il dit qu'il faut pas faire un truc, c'est qu'il faut le faire. Si demain il dit l'eau c'est bon pour la santé, je remplis ma gourde avec du samplon 95. Glucksmann, il a raté sa vie politique, mais heureusement, il a aussi raté sa vie sentimentale. Sa meuf, c'est la nouvelle présentatrice du JT de France 2. Ça doit être sympa les fins de journée à la maison. C'était bien ta journée, chérie? Super, j'ai léché plein de cul. Oh, moi aussi, trop mignon. Je me disais bien, t'avais pas de moustache ce matin. Toi non plus. Trop mignon. Mais t'étais avec Xavier Niel, toi. Gagné. Je les déteste. Tous les gens qui dénoncent le blocage, je les déteste. Les milliardaires qui se sont fait tout seuls, grâce au patrimoine de leurs parents, l'exploitation des salariés et les aides publiques, mais aussi les gros lâches qui les admirent et les protègent. Si j'avais des pouvoirs magiques et que je faisais peu de cas du droit des femmes à disposer de leur corps, je remonterais dans le temps, bloquer la chatte à leur mère pour qu'ils en sortent pas. Mais vu qu'on peut pas,
bloquons au moins leur système pour qu'ils en profitent plus. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré, en tournée partout en France, au Bataclan, bientôt. À signaler que si vous voulez voir Pierre-Emmanuel Barré en vrai, c'est toujours quelque chose d'intéressant de voir Pierre-Emmanuel Barré en vrai, au niveau esthétique notamment. Eh bien, on sera à la fête de l'UMA dimanche prochain. On fera l'émission en direct et en public à la même heure, 18h, en direct, donc comme je l'ai dit, de l'Agora. Donc si vous êtes de gauche, venez. Puis si vous êtes Fabien Roussel, bah venez quand même. Hein, ça ne pourra pas vous faire de mal de voir à quoi ça ressemble la gauche. On est toujours avec... Moi, je serai dès le jeudi, par contre. Ah oui, Émeric sera dès le jeudi, dans une tente, certainement. Au camping bénévole. En train de rouler quelque part. Vincent Tibéri est toujours avec nous, notre ami et néanmoins sociologue. On a beaucoup parlé de CNews depuis le début de l'émission, c'est vrai qu'on en parle quand même régulièrement, on fait beaucoup pour leur notoriété. Mais finalement, comme tu nous expliques dans la droitisation française, mythe et réalité, que la France se droitise pas tant que ça, est-ce que ça veut dire que CNews, finalement, et les médias Bolloré, n'ont pas tant d'influence que ça? Ben ouais. Ok, merci beaucoup. Je vous avais dit, c'est une pointure. Hein. Il y a du niveau. Non, mais c'est très contre-intuitif. Non, mais c'est contre-intuitif. Mais le vrai enjeu, comme je disais tout à l'heure, c'est la question du récit. C'est-à-dire, de quoi tu parles et comment t'en parles. Est-ce que tu parles des féminicides ou est-ce que tu parles de l'affaire Apolline? Est-ce que tu vas te centrer sur un meurtre plutôt que sur les 900 et quelques qui ont lieu? Est-ce que tu vas parler d'un enjeu plutôt que d'un autre? Et très clairement, ça influence les votes? Alors, ça influence les débats. Les votes, en fait, le truc qui m'impressionne, c'est que les gens résistent quand même extrêmement bien à ce qu'essayent de faire passer ces news, à ce qu'essayent de faire passer un certain nombre, effectivement, de gens qu'on pourrait qualifier de fachos, réac, etc., etc. Et donc, un des vrais enjeux, c'est pourquoi ce truc existe et surtout, quelle influence il a. Et soyons clairs, hein, CNews, c'est 3,5% de part d'audience. Alors, ils ont progressé, hein, ils sont devant BFM, hein, mais TF1, c'est plus de 19%. Et donc tous nos espoirs vont ça va tout de suite mieux, quoi. Merci, bravo. Mais c'est surtout qu'il y a quand même plein de gens qui du coup ne regardent jamais ces chaînes. Et soyons clairs, le public de CNews, on peut le caractériser, même l'IFOP l'a caractérisé, c'est un public de conservateurs. Donc les gens qui veulent aller effectivement essayer de convaincre un téléspectateur de CNews dans une émission de Pascal Praud, ça marchera pas. Mais est-ce qu'ils influencent pas le débat médiatique? C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas les thématiques sur BFM et TF1? Et c'est là l'enjeu. C'est-à-dire c'est effectivement ce que ça donne sur les autres médias et sur les autres acteurs. C'est-à-dire que si un parti, par exemple, dit du bloc central, du cercle de la raison, tout ça, commence à penser que ce qui se passe sur CNews, c'est la vraie France, ah ben effectivement, on est très très mal barré. Effectivement, ben là, ils vont se mettre à faire des lois immigration. Là, ils vont se mettre à dire non mais on paie trop d'impôts et puis de toute façon le pognon de dingue, etc., etc. Et le truc assez terrible, là. La science politique est quand même aussi une science internationale, la sociologie électorale c'est international, et ce qu'on sait, c'est quand un parti de droite ou un parti du centre se met à parler comme si c'était un parti d'extrême droite avec le cadrage, la manière de penser, l'agenda d'un parti d'extrême droite, eh ben, ils préfèrent voter pour le parti d'extrême droite. C'est-à-dire qu'ils ne gagneront... La droite se droitise, comme la droite se droitise, voire s'extrême droitise. Mais pour autant, ça lui fait pas gagner plus de voix. Ça lui fait pas gagner les voix, ça en fait gagner à l'extrême droite, et ça en fait perdre au parti qui essaie d'essayer de récupérer l'histoire, quoi. Et on l'a encore vu cette semaine, il y a plusieurs études qui sont sorties sur le Parti travailliste britannique, qui semble-t-il a décidé qu'il voulait être de droite sur l'immigration. Eh ben, il gagne pas un électeur, par contre il perd les siens. Et notamment au profit d'autres partis. Voilà. Tu fais bien la différence dans ton livre entre les citoyens et les électeurs, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de citoyens qui ne s'expriment plus dans les urnes. Alors, à gauche, en ce moment, on a l'impression qu'il y a deux stratégies qui se confrontent. Il y a celle de Ruffin, on va dire, pour résumer, qui est de dire, les gens qui sont partis à l'extrême droite, on peut les récupérer. Donc, on voit quel type de discours ça peut amener. Et la stratégie de Mélenchon, qui est de dire, non, on s'en fout, finalement. En gros, les campagnes, on les abandonne et on va plutôt viser les banlieues, etc. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? C'est un peu des histoires de pilules bleues et de pilules rouges. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé... Ok, alors très bien, mais alors laquelle est la bleue? Ça, c'est le côté Keanu Reeves. Une fois qu'on a compris, effectivement, pourquoi les gens votent extrême droite, et s'il y a un truc qu'on sait... Alors, ils ont des idées différentes sur la redistribution, entre l'ouvrier du Nord qui vote Marine Le Pen pour se protéger d'un système qui, effectivement, le remet en question et fout en l'air son monde, et le retraité riche du Sud, effectivement, ils sont pas d'accord. Normalement, ils devraient pas avoir les mêmes intérêts, c'est ça? En fait, ce qui les unit, c'est le fait que c'est le racisme. Voilà. Okay.
c'est hélas le premier facteur. Et on le retrouve tout le temps. Donc il y a un moment, il faut bien avoir en tête que les fâchés pas fachos, en fait ils sont fachos et fâchés. Voilà, point barre. Voilà, c'est bien. Et donc à partir de là, comment on fait? C'est-à-dire que pour les faire, si la gauche voulait récupérer cela, alors déjà il faut qu'ils soient crédibles sur le socio-économique, qu'ils soient crédibles sur les questions d'inégalité, sur les questions de travail. Il y a du boulot, on a bien vu. Et puis ça ne veut pas dire que ça va marcher tout de suite. Donc il y a encore plus de boulot. Effectivement, l'enjeu, c'est probablement d'aller chercher ceux qui ont démissionné. Parce qu'ils ont démissionné pour des bonnes raisons. C'est plutôt les abstentionnistes. Quoi, voilà, mais parce que ces abstentionnistes ont des valeurs, notamment plutôt culturellement progressistes, plutôt favorables à la redistribution. Mais effectivement, il y a une question de crédibilité. Et de toute façon, c'est aussi un des vrais enjeux et qu'on voit quand on se balade un peu partout, notamment dans les endroits sympas, la souterraine, le Lot, tout ça. Il y a plein de... Non, c'est très chouette la souterraine. Mais je suis tout à fait d'accord. Et en fait, on se rend compte... il y a des gens très bien, il y a des super libraires. À Figeac, à Bordeaux, à la Soute, voilà. Ah voilà, il y en a, ils sont dans la salle. Et soyons clairs, enfin, il se passe plein de choses en fait. C'est-à-dire que les gens n'attendent plus nécessairement des partis qu'ils les guident. Non, ils vont faire société politique à côté. Ils vont mettre en place effectivement des circuits courts, ils vont mettre en place des fermes, ils vont se rentrer dans des circuits de solidarité et ils refont société. Sans les responsables politiques. C'est cette société-là qui mérite d'être mis en avant. Ok, merci beaucoup Vincent, merci. Reste avec nous bien sûr, puisque les citoyennes et les citoyens sont avant tout des personnages d'une fiction sociale qu'on appelle la vraie vie. Voyons ce que pense la spécialiste des personnages, Juliette Arnaud. Qu'est-ce que nous fait chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fait chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Juliette Arnaud. En avant les histoires. Merci. Merci. Alors, en tant que garante de la modernité de cette émission, enfin garante autoproclamée, j'ai choisi de commencer cette saison par un conte allemand de 1816, écrit par les frères Grimm, le joueur de flûte de Hamelin. Alors Hamelin, c'est une petite ville prospère qui a un problème, elle est envahie par les rats. Alors la municipalité propose 1000 pièces d'or à quiconque saura dératiser. Là, il y a un vagabond au teint basané et aux yeux bleus, arrivé d'on ne sait où, qui se pointe et qui assure qu'il est apte. Là, il sort une flûte en bois, et vous connaissez l'histoire. Les rats, charmés, le suivent, il les emmène vers la rivière, ils y rentrent tous et se noient. Le travail est fait, et la municipalité refuse de payer sur l'air de « ça t'a pas coûté beaucoup d'efforts, ta petite musique bizarre, tiens, voilà 50 pièces, et va pas les boire ». C'est ainsi qu'on fait un budget. Je présume que c'est ça que notre Premier ministre a lu pendant ses petites vacances. Il a dû cesser sa lecture avant la fin de l'histoire, avant la fin du conte, puisqu'à la fin du cours, le flûtiste, il ressort sa flûte et il se met à jouer un air étrange. Et je cite les frères Grimm, sans la moindre crainte, les enfants suivirent l'étranger. En procession, ils franchirent le pont sur la rivière et disparurent derrière les montagnes. Ni le joueur de flûte, ni les enfants ne réapparurent jamais. Mais, depuis ce jour, lorsque le vent souffle derrière les montagnes, on peut entendre des rires d'enfants heureux. Mesdames et messieurs et mesdames, sous vos oreilles ébahies, voici l'introduction officielle du personnage de la pop star. Bon, déjà populaire au sens économique du terme, parce que la flûte en bois, c'est évidemment moins cher qu'un violon et c'est beaucoup plus transportable qu'un piano. Et puis surtout, c'est les jeunes comme public, parce qu'on l'a vu dans le conte, les adultes n'y entendent rien, littéralement. Ils n'y sont pas sensibles. Les animaux et les enfants, oui. Et puis qui dit conte, dit morale, non? Bah là, la morale, elle est simple pourtant, hein, mais elle est extrêmement ambivalente. Tenez vos promesses avant de tenir votre budget, sinon je protégerai vos enfants de vous-même. Eh bien, en 2025, l'équivoque n'est pas levé. Ainsi vient de sortir un film sur Netflix, le Netflix mondial, K-pop Demon Hunters, qui est un film d'animation américain basé sur une partie de la culture sud-coréenne. K-pop et mythologie, comédie musicale, tous les mômes du monde entier ont adoré les chansons avant même de voir le film et ils se sont précipités pour voir le film. On s'en fout carrément que moi j'ai aimé ou pas. On peut voir ou lire des choses sans avoir nécessairement le désir ni de les aimer ni de les détester, juste comme ça, pour savoir ce qui fait chanter les enfants. C'est l'histoire d'un trio de chanteuses pop au sommet de leur gloire, mais elles ont un secret. En dehors d'être des pop stars, elles sont des chasseresses, des hunters. Et elles ont une mission. Je cite le film, leur voix chasse les démons, mais aussi rassemble les humains.
Les personnages féminins sont donc porteuses d'un plan secret et sacré. Les démons, ils ont une idée démoniaque. Opposés à leur gloire auprès des enfants, des fans, un autre groupe, mais composé de garçons. Un boys band démoniaque. Je vous raconte pas la fin, les démons, ils ramassent leurs calottes, pas d'inquiétude. Mais quand même, ça m'a titillé, cette histoire de rassembler les humains par la voix comme mission secrète. Parce que cet été, on en a vu plein les réseaux, des humains se rassembler dans des stades pour célébrer le retour sur scène d'un boys band démoniaque, Oasis, des frères Gallagher. Et pour célébrer, putain, ils ont célébré tous ces anciens enfants qui savent bien qu'Oasis, et je cite un fan, ça s'écoute pas, ça se chante. Alors ils ont chanté, ils ont braillé, oui aussi, notamment les paroles d'une chanson, Cigarettes and Alcohol, 1994, qui contient un espèce de plan secret et sacré. Ça commence comme ça. Is it my imagination? Je continue pas. Est-ce que c'est un effet de mon imagination ou est-ce que j'ai finalement trouvé quelque chose qui vaille la peine de vivre? J'étais prêt pour l'aventure et pour de l'excitation et tout ce que j'ai trouvé, c'est des cigarettes et de l'alcool. Mais dites-moi, est-ce que par hasard, j'aurais pas trouvé l'épitaphe idéale à inscrire sur ma pierre tombale, moi? Juliette Arnaud. Merci Juliette. Et merci Oasis, entre autres. Juliette qu'on retrouve en podcast, comme toutes les chroniques de cette émission, et l'émission à l'intégralité même sur YouTube. On a parlé Oasis, on a parlé musique avec le titre des chapitres de Vincent Tibéri, notre invité. Est-ce que tu aurais envie d'écouter une musique en particulier, là maintenant, Vincent? Oh bah, should I stay or should I go? David Charvet? Ah non, pardon, ouais, c'est l'autre, d'accord. Juliette, est-ce que c'est ça qu'on écoute? Ça serait vraiment un coup de bol. Non, parce que Christian, notre programmateur musical, est attentif à l'éditorialisation de cette émission. Il nous propose un titre de l'artiste camerounais Francis Bébé, Kofi Kola Song. Et c'est une double pirouette qui fait Christian, parce qu'il faut écouter les paroles, et il y a une flûte, bordel, dans le titre, il y a une flûte. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré sont toujours là. Notre invité, le sociologue Vincent Tibéri également. Et c'est le retour de notre séquence l'invité de l'invité. Vous connaissez le principe. On demande à notre invité de venir avec qui il veut. Et c'est pourquoi je vous demande d'applaudir bien fort Mathilde Himer qui est avec nous. Salut Mathilde. Salut. On va continuer à parler démocratie parce que tu es à l'initiative notamment de plein de choses, mais notamment de la Convention citoyenne pour le climat. Alors j'avais envie de parler de ça parce que, bah oui, déjà bravo, dans un premier temps. On sait comment ça s'est fini, hein, avec Macron qui a dit cool, cool les jeunes, avant de repartir en jet ski. Mais est-ce que tu peux nous parler des débuts, comment c'est arrivé cette initiative? Bah, la Convention citoyenne pour le climat, elle est née d'un mouvement les Gilets jaunes. Hein. Il n'y aurait jamais eu de Convention citoyenne sans le mouvement des Gilets jaunes. C'est ça qui a mis la pression au gouvernement? En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait... des militants écolos qui étaient partagés entre ceux qui disaient les gilets jaunes c'est des gros beaufs et ceux qui disaient bah non en fait il faut une écologie qui soit populaire et qui permette à tout le monde d'être vraiment écolo et pas une écologie qui punit plus ceux qui ont moins. Et du coup il y a eu un collectif qui s'est créé où tu avais des militants écolos, des gilets jaunes et des gens qui sont un peu experts de l'innovation démocratique. Et on a juste au final bu des coups et petit à petit c'est bien c'est toujours comme ça. Il y a des bonnes idées qui laissent comme ça et le lendemain on recommence, on l'oublie quoi. Et on a recommencé. Mais à quel moment Macron a dit allez-y faites-le et si tu veux la petite histoire dans la petite histoire, mais elle montre bien où en est le monde politique, c'est que sans Marion Cotillard il n'y aurait pas eu de Convention citoyenne pour le climat non plus. C'est parce que Marion Cotillard a dit sur France Inter, après l'affaire du siècle, que Macron était loin d'être un champion pour le climat. Monsieur Macron a hyper mal pris avec son petit ego cette petite phrase de Marion Cotillard et qu'il a envoyé un texto en lui disant que si, il faisait quand même beaucoup pour le climat et qu'elle pouvait venir dans son bureau pour en parler. Et Marion y est allée avec Cyril Dion, qui avait rejoint le collectif et qui lui a présenté la Convention citoyenne pour le climat. On attend la réponse d'Audrey Tautou, enfin ça va être incroyable. Ah, c'est fou, d'accord, ok. Et c'est donc un peu vexé, le gars un peu vexé a dit bon bah d'accord, faites-moi quelque chose. Et cette fameuse phrase, je prendrai toutes les propositions et... Sans filtre, ouais. Sans filtre, ça c'était l'engagement. Mais... Alors, oui, vas-y. Non, je t'en prie. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi dans la manière dont ça s'est monté, c'est presque même dès le début, il y avait des signaux. Parce que je trouve qu'on parle beaucoup du mépris des citoyens vis-à-vis des partis politiques et des acteurs politiques, mais on parle assez peu de l'inverse. Et quand on a monté la Convention citoyenne pour le climat, on a proposé 2 formats au gouvernement. Un format, il y avait 150 citoyens tirés au sort avec que des citoyens, et un format inspiré de l'Irlande,
qui avait permis la légalisation de l'avortement de cette manière-là, où il y avait 2 tiers de citoyens tirés au sort et 1 tiers d'élus. Pour éviter ce truc de démocratie représentative, contre le tirage au sort, etc. Et la réponse qu'on a eue de Matignon, ça a été on ne va pas mélanger les torchons et les serviettes. Sympa. Je vous laisse deviner qui sont les torchons, qui sont les serviettes. Les serviettes, c'est nous. Toi, tu fais pas la différence forcément entre les deux, mais non. Non, mais applaudir, c'est être... Revenons à Mathilde. Et après, comment s'est enclenché le processus une fois que vous avez eu donc, le feu vert? Après, en vrai, nous, on a flippé. C'est-à-dire qu'on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment envie... Quand on a compris qu'ils allaient potentiellement vraiment le faire. Parce que nous, on était partis, on avait écrit une lettre ouverte à Macron en disant que le grand débat, c'était du foutage de gueule et qu'on ferait mieux de faire une assemblée citoyenne tirée au sort. Mais pour être honnête, on ne pensait pas qu'il nous répondrait, quoi. Donc on avait commencé à lancer par nous-mêmes une assemblée citoyenne, à lever des fonds, à penser le tirage au sort. Et quand on a compris qu'ils étaient suffisamment fous pour le faire, ou finalement suffisamment méprisants des citoyens en se disant qu'ils n'y arriveraient pas à écrire la loi tout seuls, ces pauvres petits citoyens. Ou qui vont dire de la merde, qui vont vouloir garder le diesel, etc. Nous, on s'est demandé est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller, parce que c'était quand même l'époque où il y avait des gilets jaunes qui faisaient mutiler toutes les semaines dans la rue. Et on s'est dit oui pour une seule raison, parce qu'on était conscient qu'Emmanuel Macron n'allait pas tout reprendre sans filtre. On pensait pas que ce serait aussi peu. Mais on s'est dit que faire la démonstration en France, au niveau national, que le tirage au sort, ça marche, et que oui, des citoyens tirés au sort, quand il y a un cadre de démocratie bien ficelé, où il y a du débat, et qu'il y a une bonne représentativité, où ceux qui ne sont pas là, comme le disait tout à l'heure Vincent, sont représentés, les jeunes, les femmes, les classes populaires, ceux qu'on n'entend pas dans le débat public, et ben ça marche. Et cette démonstration, je pense qu'elle a été faite pour le coup. Et tu penses que ça l'a surpris, que Macron s'est retrouvé surpris en disant « Ma merde, finalement les gens sont pas si débiles ». Je pense que c'est une des rares fois, je suis d'accord avec Dominique Seux, qui a dit lui-même sur France Inter... On l'aura beaucoup cité aujourd'hui. Que Emmanuel Macron s'était un peu auto-piégé, en effet, en pensant que oui, il n'y arriverait pas. Mais je vais nuancer ce que je dis dans le sens où, au-delà de se marrer sur France Inter, Dominique Seux, quand on a monté ça avec Cyril Dion, Priscilla Ludowski et d'autres militants, on a eu aussi plein de réactions du monde de l'écosystème climat qui nous disait « ça va pas marcher votre truc, c'est trop sérieux, on peut pas le laisser à de simples citoyens, faut laisser les scientifiques faire ». Et du coup, ce mépris, en vrai, il n'est pas que des élites. Et je pense qu'à gauche, et je le dis aussi avec le vécu que j'ai aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec celui que j'avais à l'époque, où aujourd'hui je suis artisan dans le bâtiment, ce mépris qu'on peut avoir et la posture qu'on peut avoir aussi à gauche vis-à-vis d'un certain nombre de gens, il est délétère et il fait qu'on perd. À la fois parce que ça crée l'abstention, mais aussi parce que ça ne démobilise pas un certain nombre de gens qui votent RN. Donc je pense que je me fous de la gueule de Dominique Seux et d'un certain nombre de gens et des acteurs politiques qui sont méprisants, mais en vrai, je pense que nous aussi... Un peu d'autocritique. Non, mais sincèrement, oui. Vas-y, dernière question, Juliette. Ce mépris, est-ce qu'on peut aussi se dire que c'est une méconnaissance de l'usage démocratique ? De l'usage qu'on pourrait avoir, que la démocratie, c'est pas forcément ce qu'on a toujours vécu sous la Ve République, ça peut être une autre démocratie, un autre genre de démocratie. Totalement, je pense que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Vincent, c'est qu'on est à un moment où le niveau de diplôme et le niveau d'éducation a beaucoup augmenté dans une population, et on présente toujours un système démocratique qui est identique, alors que tout le reste de la société a évolué. En vrai, on a envie de débattre, on a envie de se bouger. Quand tu parlais des jeunes qui signent des tribunes, qui font des actions, mais qui votent pas, évidemment qu'il y a un problème démocratique là qui est clé, même si je veux quand même mettre l'emphase sur un point qui est la mal-inscription. C'est 7 millions d'électeurs. Jean-Luc Mélenchon, il passe pas au second tour pour 400 000 voix. 7 millions d'électeurs. Si je dis pas de bêtises, je parle sous ton contrôle, c'est 40% des 18-25 ans. Qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Qui sont mal inscrits. Mal inscrits, ça veut dire que tu n'es pas inscrit dans le bureau de vote où tu vis. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à avant, tu as 80% d'une classe d'âge qui a son bac, donc qui bouge faire ses études ailleurs. Et il y a des pays où c'est automatique, tu es réenregistré sur les listes électorales de là où tu habites. Et en France, l'État ne veut pas faire ce changement-là. On se demande pourquoi. Et du coup, quand on dit que les jeunes ne votent pas, faut arrêter de geindre sur les plateaux télé. En fait, il faut juste faire en sorte qu'ils puissent vraiment voter. Et donc, une des choses qu'on peut faire, nous, c'est tout simplement d'aller chercher ces personnes mal inscrites et de faire en sorte qu'elles soient bien inscrites, parce que ça réduit par 3
la capacité à voter vraiment, quoi. Eh ben, s'il y en a qui nous écoutent, go. Merci beaucoup, Mathilde, d'avoir été avec nous. Merci pour ton engagement et bon courage pour les travaux. Merci Mathilde Dimer, qu'on peut applaudir bien fort. Et celle qui est en forme également et qui nous rejoint à l'instant même autour de la table. Elle a passé tout l'été à chanter et à danser. Elle en était fort aise. Et bien chroniquée maintenant. Mesdames et messieurs, Douli. Mes petits culs, c'est la rentrée, vous êtes heureux d'être là? Super. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai arrêté de fumer depuis exactement 66 jours, 4 heures et 28 minutes. Mais il était temps, j'ai quand même appris à lire sur un paquet de Marlboro. C'est très grave. Non, alors c'est super, hein, mais j'en chie. Non, c'est très très dur. En plus, à la base, j'avais pas du tout envie d'arrêter de fumer. Non, c'est des potes qui m'ont traîné dans un centre de laser. Il y en a qui connaissent un peu le laser, là, pour arrêter le tabac? Non. Non, voilà. Alors, la méthode du laser, c'est très simple. Il y a un gars en blouse, Zarma la blouse, qui t'introduit un stylo lumineux dans l'oreille. Donc là, je lui dis, excusez-moi, je sais pas pour vos autres patients, mais moi, perso, je fume avec la bouche. Voilà. Quand je vais chez le gynéco, il me faut pas son spéculum dans le pif. Et là, le mec, avec sa merde qui clignote, me dit « Non, c'est le laser, ça va vous dégoûter de la cigarette. » Oui, sauf que le gars, il sait pas à ce moment-là que moi, j'ai déjà fumé avec 3 patchs de 21 mg sans aucun effet secondaire, que je suis même capable de le fumer, le patch. Non. Le mec était pas prêt. En plus, en me mettant son stylo dans l'oreille, il me dit quoi? Il me dit « Je peux pas savoir ce que vous vivez, j'ai jamais fumé. » J'ai dit, vous vous appelez comment? Bon, dans un souci de confidentialité, on l'appellera Nico. J'ai dit, attends, Jérémy, comment ça, t'as jamais fumé? Je te demande pas d'avoir eu un cancer des poumons, mais au moins d'avoir crapoté un bidis, une feuille de platane, je sais pas, un truc. Non, ça va être compliqué, là-bas. Je ne te fais pas confiance, Jérémy. Bon, après, il était tout content de me dire, tu payes 170 balles la séance et tu peux revenir autant de fois que tu veux pendant 1 an gratos. Et il ajoute, j'ai un patient qui est revenu 18 fois. 18 fois. Mais je sais pas, fais un effort, vends-moi du rêve, c'est une cata, là. Bon. Du coup, il me fout son truc dans l'oreille. 2 minutes après, je lui ai dit, c'est normal, là, j'ai jamais eu autant envie de fumer que depuis que tu m'as foutu ta merde dans l'oreille. Il me dit, c'est la première fois que j'entends ça. Je lui ai dit, bah, il y a une première fois à tout, Jérémy. Voilà. Moi, c'est la première fois que je paye un mec en blouse, Zarma la blouse, pour me foutre un bic dans l'oreille, voilà. Bref, au bout d'une semaine, j'ai toujours envie de fumer, je pète les plombs, donc j'appelle, je reprends rendez-vous, on me dit, bonjour monsieur, je dis rien. J'arrive au cabinet, je dis, Jérémy, c'est combien de temps l'addiction à la nicotine dans le sang, là, parce que là, j'ai clairement envie de buter des gens, en fait. Il me répond quoi? Aucune idée. Comment ça, aucune idée? Mais tu sais rien, en fait. T'as même pas maté un tuto, je sais pas. Mais... Je dis, mais tu faisais quoi avant de mettre des stylos dans les conduits auditifs des gens, Jérémy? Enfin, c'était quoi ta vie? Il me répond, j'étais vendeur à la Fnac pendant 16 ans. 16 ans. Mais enfin, rassure-moi, rayon santé bien-être au moins, enfin, je sais pas. Le mec m'a dit, ouais, non mais j'en ai eu marre, du coup, bon, il y a 8 mois. 8 mois. Je pensais que je voyais un expert, moi. Il me dit, non, mais vous inquiétez pas, ça va marcher. Oui, bah, le réalisateur de l'attaque de la moussaka géante aussi pensait que ça allait marcher. Benoît Hamon aussi pensait que ça allait marcher. Vanne politique, merci. Non, mais peut-être qu'en fait, c'est hyper simple d'arrêter l'alcool et l'héroïne, mais tout le monde en chie parce que c'est des pions de lycée et des mecs de Subway qui gèrent les alcooliques et les narcotiques anonymes. Bonjour, je suis là pour vous aider à arrêter de boire. Mais arrête de mytho, il y a 5 minutes, tu faisais des potatoes, t'as encore le petit filet McDo dans les cheveux, enfin. Je suis un petit peu tendue en ce moment, je ne vous le cache pas. Je suis désolée, le manque de nicotine rend très agressif. Mon coloc était pas là cet été, mais heureusement. Mais parce qu'il serait mort, tout simplement. Oui, parce qu'on dit bonjour le matin. Voilà mes petits culs, j'ai une dernière étape à franchir. Je fume encore 2-3 clopes de CBD pur. Du coup, hier, il y a un gars qui m'a dit, j'ai une technique imparable. Bon, vous me connaissez, j'ai dit, vas-y, yallah. Il me dit, ok, ferme les yeux. Imagine, t'es sur une plage. Tu écris cigarette sur le sable. Là, tu vois une vague effacer les 3 premières lettres. Qu'est-ce qui reste? Arrête. Allez, c'est bon, il m'a suivi. Non, ça va. On n'a pas la force. Attends, laissez-moi tranquille. Non, mais je vais me démerder, ça va aller. Prenez soin de vous, mes petits culs, je vous kiffe. Et force à tous ceux qui tentent d'arrêter de fumer. Vraiment, c'est très, très dur. Merci, Lily. Merci beaucoup, Lily. Belle expérience de vie et beau tuto.
À ne pas reproduire chez vous. Nous sommes toujours avec Vincent Tibéri. Je vais pas te demander ce que tu as fait de ton été et est-ce que tu as arrêté de fumer. Mais Juliette t'a posé des questions sur tes goûts artistiques. Est-ce que tu as fait tes devoirs de vacances? On va voir ça tout de suite. Oui, il a été très sage. Je t'ai demandé quel livre t'étais resté de l'enfance. Tu m'as répondu Silmarillion de Tolkien. J'avais jamais entendu parler. Qui date de... Pardon, mais maintenant je sais. Qui date de 1977, qui a été publié à titre posthume et dont tu m'as dit, attention, opinion méchamment clivante, que tu l'avais relu plusieurs fois parce que, je cite l'opinion clivante, c'est mieux que le Seigneur des Anneaux. Tu comprends pas le Seigneur des Anneaux si t'as pas lu le Silmarillion. Ah, d'accord. Bien sûr. Voilà. Non. Attendez, 2 secondes. Faut-il encore le répéter? Attends, 2 secondes, je vais gifler. Non mais je rigole, j'ai pas giflé pour de vrai. Évitons les banalités, avançons. Alors, il n'y a absolument pas besoin d'avoir lu Silmarillion pour comprendre l'histoire du Seigneur des Anneaux. Mais alors, pourquoi, à quel titre, toi, tu penses qu'il faut le lire si on aime vraiment Tolkien? Tu aimes Shakespeare? Pas tant. Pourtant, ça se mérite. Tu aimes la mythologie grecque? Oui, ça oui. Voilà, c'est parfait. Et puis, on dirait un date. On va peut-être vous laisser. Le Silmarillion, le méchant a gagné et il faut résister. Et c'est magnifiquement tragique. Voilà. Ok, et pourquoi ça c'est peut te celui-là préparer qui pour te... 2027, peut-être. Okay. C'est beau. Là, d'accord, j'ai envie de le lire. Mais pourquoi, toi, c'est ça qui te reste de l'enfance? Parce que tu m'as demandé d'être honnête. Oui. Par WhatsApp, donc je l'ai fait. Et voilà, c'est celui que je relis. Et c'est effectivement celui qui m'a le plus transporté. C'est celui qui fait peur. C'est celui on adore les héros. Enfin. Non, il faut le lire. Très bien, ok. C'est mon prochain bouquin à lire. Je t'ai demandé ensuite quel livre t'avait donné envie de devenir une grande personne. Et tu m'as répondu la bande dessinée publiée entre 81 et 91 par Art Spiegelman qui s'appelle Maus. On va bien se marrer là. Ah oui, ouais. Qui est l'histoire d'un jeune homme qui est hanté par les souvenirs de la Shoah, mais c'est pas les siens, puisque lui, il est né après la guerre, mais c'est ceux de son père. Et il va se mettre à lui poser des questions à son père, qui est un survivant de la Shoah. Et par le procédé du zoomorphisme, Art Spiegelman en fait une BD où les chats sont les nazis. Bon, c'est un peu contre-intuitif pour moi, mais bon, voilà. Les souris... Les nuisibles sont les juifs, les polonais sont les porcs. Bon, ça a été compliqué pour plein de gens. C'est une lecture majeure, c'est une lecture éprouvante et passionnante. Mais toi, qu'est-ce que tu as trouvé dans cette BD, dans Maus, qui t'a donné l'envie ou la nécessité ou le besoin d'accepter la carrière de grandes personnes? J'étais gamin au moment des années 90 et donc au moment où Oasis sortait, et donc c'est effectivement le moment où on commence à redécouvrir l'histoire de la Shoah. C'est aussi, je trouve que c'est une BD assez incroyable parce que pendant longtemps, et Spiegelman en parle aussi, hein, en gros, dessiner des petits Mickey, les gens pensaient que c'était pas sérieux. Et on peut dessiner des petits Mickey et juste pleurer à la fin. Et puis avoir très très peur, hein, parce que moi je me souviens de ma première lecture de Maus et j'étais adulte et vraiment avec des petits chats, j'ai eu peur. Et je crois que c'est un des... alors bien sûr, il y a pas mal de profs dans le public, bien sûr, on peut lire du Primo Levi, bien sûr, mais voilà, quelque part, Spiegelman, ça raconte beaucoup, c'est autre chose que Pronote, quoi. Ça raconte effectivement quelque chose au niveau de l'humain, et en plus, le truc vraiment intéressant, c'est que ce père, il est juste insupportable. Oui. Il y a même des moments où il est xénophobe. Enfin, les dernières pages, je ne vais pas spoiler, mais les dernières pages, effectivement, il y a du racisme, quoi. Donc, c'est assez terrible, mais c'est extrêmement humain parce que c'est terrible. Et voilà. Et un des trucs intéressants, c'est quand Spiegelman, au moment du 2e tome, dit « Je réussis pas à dessiner Auschwitz ». Et donc, il va voir son psychologue qui essaye de lui faire comprendre ce que c'est. Et mine de rien, ces images-là sont juste incroyables. Et ça permet de pas oublier, surtout, ça permet de transmettre. Et c'est quand même sacrément important. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, je t'ai demandé, pour finir, quel livre te faisait rire. Tu m'as à nouveau cité une BD, 8 albums depuis 2014, Les Vieux Fourneaux, de Wilfried Lubano et Paul Coé. C'est l'histoire de 3 vieux gars amis depuis l'enfance, toujours vivants, toujours debout, prêts à la rébellion ou à faire des bagarres. Ça te fabrique quel genre de rire? Est-ce que c'est parce que c'est une projection de ta potentielle vieillesse? Alors, c'est possible, ouais.
Non, mais en plus, j'ai aussi hésité. Je voulais le club des punks contre l'apocalypse zombie, mais je me suis dit que les vieux fourneaux, c'est un beau titre. Ouais. Mais bon, les vieux fourneaux, ça nous raconte effectivement quelque chose de super intéressant de boomers qui arrivent à la fin de leur vie, qui se demandent effectivement s'ils ont fait les bons choix, qui se font engueuler par les jeunes. Ça raconte effectivement des manifs rigolotes. Ça raconte notamment un groupe situationniste qui s'appelle Ni Dieu ni Maître, qui organise des attentats un peu merdiques dans les trucs du MEDEF. Enfin, c'est juste incroyable et c'est surtout que ça fait du bien. Et alors surtout, lisez la BD et surtout pas le film. Merci pour ces conseils, merci Vincent et merci Juliette. Merci à vous deux. C'était une discussion de haute tenue. On a dit beaucoup de choses pendant cette émission, vraiment haute tenue, c'est vraiment l'expression. Mais est-ce qu'on peut encore aller plus haut? Eh bien, c'est le défi qu'il a choisi de relever. C'est maintenant. C'est Aymeric Lomprey qui est avec nous. Ouais. Allez, on avance. Allez, l'actualité. L'actualité, elle est brûlante. Ah bon? J'ai tout changé là, mon style. J'ai tout changé. Avant, je disais l'actualité, n'attends pas. Maintenant, je dis l'actualité, elle est brûlante. Parce que j'ai regardé mes chroniques de l'année dernière et non, c'était pas. En tout cas, merci de m'avoir regardé quand même. Hein. Donc là, cette année, vous allez voir mes chroniques, ça va être du papier à huile. Est-ce Mozart? Non, c'est Aymeric. Et vous me faites passer à 22h30 aussi. Tu perds du temps. Allez, l'actualité, elle est brûlante. Comme une plaque chauffante sur laquelle on poserait sa main. Ah putain de c'est mort. Allez tous sucer des huîtres, la merde. Qui utilise encore des plaques vitrocéramiques? Tout le monde sait bien que ça cuit mal. Une bonne cuisson, c'est au gaz. Merde. Ça, c'est encore une chronique de l'année dernière. Alors avant de commencer, je voudrais dire bonjour à tous les nouveaux auditeurs. Ceux qui l'année dernière étaient là. Non mais moi, de toute façon, France Inter, j'écoute depuis que je suis tout petit. Et cette année, ils sont là. Bon. Non mais, tu t'imagines, tu te réveilles le matin, paf, Duhamel, Sophia Aram, Marie Saint-Filtre. France Inter, bienvenue en enfer. Ils appellent ça la grille des programmes, c'est pour pas que tu puisses t'enfuir, quoi. Alors pour moi, maintenant, je vous le dis, hein, écouter France Inter, c'est un acte politique. Hein. C'est de droite. Hein. T'écoutes France Inter? Oui. Bah tu viens pas à la boum. Ah non, mais attends, mais j'ai du Prosecco. Ça brûle le visage. Désolé, je viens de poser ma main sur une plaque vitrocéramique. Je vous dirai quand c'est une chronique de cette année. Alors, bon, allez, l'actualité. Là, l'actualité, il y a plein de trucs, là. Là, entre Bayrou, la dette, les députés, tout. C'est écrit en fait. Non, mais là, tout l'été, j'ai reçu plein de messages. Avec l'actualité, tu vas avoir plein de trucs à dire. Quoi? Vivement ton avis sur l'objectif d'un déficit public à 4,6%. Attendez. Je sais pas si j'ai vu ma gueule, mais le seul truc que je peux te donner, c'est des feuilles à rouler, quoi. Oh là là. Autant Pierre, Juju et l'autre, peut-être ils peuvent vous aider. Mais moi, vraiment, je suis le dernier. De toute façon, si tu viens me voir pour t'orienter, c'est trop tard. T'aurais pu me prévenir pour le platane. Désolé. Alors, s'il y a un truc que je peux vous aider, c'est gérer des descentes de fête. Alors ça, je peux. Ça, j'ai fait ça toutes les vacances. J'ai fait du trek, quoi. Montée, descente, je te jure. Qu'est-ce que tu caches sous ta langue, Aymeric? C'est parti pour la montée. Si je suis pas revenu dans 12 heures, cherchez-moi sous le mur du Sceau. Qu'est-ce que j'ai fait la fête cet été? J'ai fait que ça, quoi. J'ai compté, à ce rythme-là, il me reste 2 ans à vivre. Je te jure. Un jour, je vais allumer une clope, je vais disparaître, quoi. Hier, j'ai vu Lomprey à la cuisine des bénévoles, il s'est évaporé. Je te jure, ses derniers mots, c'était « Et bien sûr qu'on peut allumer une cigarette sur une plaque vitrocéramique, merde !» Et d'ailleurs, attends, merci les bénévoles des festivals. Hein. Merci les bénévoles. Sans vous, on n'est rien. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les artistes qui vendent leur concert 300 000 balles. Et à la fin, ils sont là. Merci aux bénévoles, hein. Merci. On dirait nous à la fin des émissions. Merci aux équipes techniques. Alors après, je voulais vous raconter un peu mes vacances, parce que Bayrou, il va partir demain, il va être en vacances, et du coup, je voulais faire des petits conseils de vacances. Alors François, je peux te donner des conseils de festival. Premier conseil, si tu trouves une éco-cup, la rue Quétanou 96, ne bois pas dedans, c'est la mienne. Hein, et là, c'est grosse rando. Deuxième conseil, n'allume jamais une clope sur une plaque vitrocéramique.
Et troisième conseil, viens pas en festival, personne t'aime. Merci d'avoir écouté. Merci Émeric, il l'a fait, il a élevé le niveau encore plus haut. Émeric Lomprey, que vous pouvez retrouver partout en spectacle et en festival. En montée, en descente, dans la plaine, partout. Notre invité Vincent Tibéri est encore avec nous pendant quelques secondes, quelques minutes pour quelques dernières petites questions. Pierre-Emmanuel. Oui, Vincent, vos lunettes sont à la fois rondes et carrées. Comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance? J'en parlerai avec mon opticienne, elle va adorer. Impeccable. Juliette? Vincent, j'ai une baguette magique, tu peux devenir un personnage de Tolkien pour de vrai. C'est qui et pourquoi? Frodon, vu la taille. Bonne réponse. Moi j'ai une petite question pour toi. C'est qui ton sociologue de droite préféré? Ça n'existe pas. Allez, il n'est pas tombé dans le piège. Émeric, ça sera la dernière question de l'émission. Oui, selon toi, que faut-il changer dans cette émission pour qu'on soit au top? Je vous aime. Merci beaucoup, ça sera le dernier mot. Merci Vincent Tibéri qui était avec nous. On conseille son livre, La droitisation française, mythe et réalité aux éditions PUF. Merci Vincent. Merci à ton invité Mathilde Dimer qui était avec nous. Merci aux équipes techniques de l'émission. Toute l'équipe de l'Européen qui nous reçoit chaque semaine. Seb Barnabé, Julia, Lindsay, Manon notre réalisateur, Lucie à la technique également, Paul depuis les studios de Nova, toutes les équipes techniques de Radio Nova, Frédéric Antelme, Mano, Loris, Ninon, Yona pour la prod, on peut les applaudir bien fort, Christian, programmation musicale, Pauline, Élise, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux. Les équipes vidéo de Goodway, Benjamin, Alban, Adrien, notre rédacteur en chef, on a une pensée pour sa mamie qui nous regarde de là-haut, Ramzi Assadi, qu'on peut applaudir, Émeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré et Juliette Arnaud. On se retrouve la semaine prochaine en direct de la fête de l'humour. Amusez-vous bien, ne vous résignez pas. Et vivement la dernière. La dernière.